La conférence, le thème de ce soir, c'est on va voir comment les stoïciens, voilà, la philosophie stoïcienne, a un rapport avec la relation amoureuse. C'est-à-dire comment ces principes de sagesse que j'ai examinés chez les stoïciens, parce que je me suis appuyée sur une des phrases d'Épictète qui disait, qui était un stoïcien de l'époque, changer sa vie, c'est d'abord changer sur ce qui dépend de nous. C'est-à-dire voir ce sur quoi j'ai le contrôle et ce sur quoi je n'ai pas le contrôle. Et moi, je vais le relier, évidemment, puisque je suis spécialisée sur la vie amoureuse. Donc, je vais le relier à comment, quand on prend appui sur ce qui dépend de nous, quand on agit effectivement davantage sur ce qui est sous notre contrôle, on est beaucoup plus libre que si on cherche toujours à faire ou à changer ou à vouloir ce qui ne dépend pas de moi. D'accord ? Donc, on va travailler sur cet axe-là. Et puis, c'est une invitation aussi à prendre du recul, à mettre de l'éclairage aussi sur ces principes de sagesse de cette école stoïcienne. Et également, je ferai un petit développement sur les épicuriens aussi, qui étaient proches, hein, mais il y a certaines différences entre l'école d'Épicure et l'école stoïcienne. Et donc, de vous approprier un peu ces concepts pour que vous puissiez peut-être les ingérer et puis voir comment ça peut résonner dans votre vie amoureuse ou dans votre vie en général. Je ferai aussi un petit topo sur c'est quoi le bonheur à partir de ces principes-là. Voilà. Donc, ça vous permettra de réfléchir sur vous et vos relations en général, comment vous les menez. Et est-ce que vraiment vous êtes au rendez-vous avec vous en agissant sur ce qui dépend vraiment de vous, plutôt que de vouloir toujours posséder, avoir, être comblé par ce qui ne dépend pas de vous. Donc, Épictète, hein, qui était philosophe et stoïcien grec, il avait profondément influencé la pensée sur le contrôle de soi et la notion de liberté intérieure. En fait, sa maxime célèbre qui était ce qui dépend de toi, agis sur ce qui dépend de toi, c'était une distinction entre ce sur quoi j'ai le contrôle, ce sur quoi je n'ai pas le contrôle. Et pour lui, la clé du bonheur et de la tranquillité, parce qu'on cherchait effectivement à cette époque plutôt ce qu'on appelle l'ataraxie, c'est-à-dire on visait l'ataraxie qui est l'absence de trouble en fait, hein, qui est un peu une posture idéale, mais néanmoins c'était quand même une visée. On ne cherchait pas à cette époque d'atteindre le sommet du bonheur en étant comblé, archi complet, etc. On visait plutôt l'absence de trouble. Et donc, cette tranquillité, cette absence de trouble, elle résidait surtout dans le fait de se concentrer uniquement sur les éléments qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire mes pensées, mes jugements, mes désirs, mes actions, mes attitudes, mon état d'esprit, et pas ce qui dépend des situations extérieures, des autres, des normes sociales, des influences de mes parents, des influences de mes amis, de tout ce qu'on imagine qui vient nous parasiter et qui fait que ça ne dépend pas forcément de notre volonté. Donc, il y avait aussi chez Épictète, en tout cas chez les stoïciens, on va retrouver cette idée d'accepter les événements extérieurs tels qu'ils sont, c'est-à-dire d'être avec la réalité telle qu'elle est, plutôt que d'orienter son énergie uniquement sur ce qui ne relève pas de moi. Hein. Donc on est sur un travail que moi j'adhère beaucoup, et je le dis souvent dans mes conférences, est-ce que vous pouvez aimer ce qui est, voilà, faire avec cette réalité, plutôt que de vouloir toujours ce qui n'est pas, et qui, soi-disant, vous rendrait heureux. Hein, voilà. Donc après on verra sur des exemples, parce que j'ai des tas d'exemples dans ma patientèle où ils n'arrivent pas à faire ça. C'est-à-dire que c'est très théorique, mais dans le concret, c'est extrêmement compliqué de se passer de l'idée de si j'ai pas cette personne qui est tellement chouette dans ma vie que je pourrais de faire sans, avec la réalité que l'autre n'est pas tellement partant pour aller dans cette histoire-là, par exemple. Je prends un exemple d'un évident. Bon, voilà, vous êtes avec quelqu'un qui fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Bon, voilà, bon, l'autre n'est pas si partant que ça. Vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. Voilà, on n'a pas du tout le contrôle même sur l'autre. Il est comme il est. Soit vous avez la baguette magique pour le changer, soit vous ne l'avez pas. À un moment donné, est-ce que vous pouvez faire avec la réalité telle qu'elle est? C'est-à-dire accepter que ce qui est. Et ne pas vous prendre le chou, vous énerver sur ce qui n'est pas devrait être autrement.
Parce que ça ne vous rend pas heureux, en fait. Vous mettez une énergie de dingue sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas le contrôle et que de toute façon, vous avez très peu de pouvoir d'influence là-dessus. Sauf si l'autre a envie de faire un travail sur lui, a envie de changer, etc. Mais s'il ne donne pas de signe comme quoi il a envie de faire bouger les lignes, je ne vois pas pourquoi vous vous excitez sur mais si, ça devrait être autrement, mais si c'était autrement, ça irait tellement mieux. Vous n'êtes pas en contact avec la réalité. Donc après, j'essaierai de tisser, de voir un peu pourquoi est-ce que c'est tellement difficile d'accepter le réel, hein, parce qu'évidemment, ça serait si simple, on le ferait tous, mais bon, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, pour Épictète, ce qui était libérateur, c'est de développer une discipline mentale, hein, c'était beaucoup basé quand même sur la volonté, pour rester centré sur nos valeurs à nous, sur notre axe, ce qu'on appelle aujourd'hui, le mot à la mode, c'est être aligné. Bon, faites-en ce que vous voulez, c'est le vocabulaire du jour, hein. Et donc d'être voilà, aligné sur nos valeurs et puis de déployer notre singularité plutôt que de vouloir toujours quelque chose qui serait extraordinaire, qui nous serait comblé par quelqu'un de l'extérieur si c'est la relation amoureuse. Bon, voilà un peu l'idée du thème de la conférence que j'ai choisi pour vous. En fait, moi, mon intérêt, c'est quand même de vous aider, de vous accompagner sur des pistes, sur des clés que vous pouvez vous approprier ensuite. Donc, ici, ce sont des clés de la sagesse ancienne, hein, des Grecs, mais quand même, il y a des choses que vous pouvez récupérer, vous réapproprier pour faire vôtre, en fait, hein, et d'arrêter de vous maltraiter quelque part, parce que c'est une forme de maltraitance que de vouloir agir sur ce qui ne dépend pas de nous. Ça a l'air simple comme ça, mais pourtant, enfin moi-même, dans mon expérience, j'ai tellement voulu avoir la baguette magique pour faire en sorte que l'autre soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ci, et qu'en fait, ça ne marchait pas tant que ça. On a un petit pouvoir d'influence, certes, on n'a pas zéro pouvoir d'influence, on a un léger pouvoir d'influence sur autrui, mais il est léger, il est minimaliste. Il n'est pas tellement énorme. Donc, vous pouvez tester des trucs. Quand l'autre ne souhaite pas changer, ni faire un travail, ni être partenaire au service du changement, ni faire une thérapie de couple, ni rien du tout, vous n'avez pas, vous pouvez rien faire. Donc voilà, c'est là où le travail des philosophes stoïciens ou des épicuristes est extrêmement intéressant. Alors je continue. Donc, chez les stoïciens, il y a une différence entre l'espoir et la volonté. Et ça, il faut que vous le pigiez. Et je pense que ça, c'est un essentiel. Une fois que tu as intégré ce truc-là, tu fais plus avec justement cette acceptation du réel. Parce que, en général, quand on aime quelqu'un sur la relation amoureuse, on s'attache et on a envie d'espérer que ça se passe bien, de faire une famille unie, de faire un couple qui fonctionne, de réussir son couple. La prochaine conférence, ce sera réussir ou rater son couple. Mais en général, on a l'espoir que ça marche, d'accord ? Mais il y a une bonne partie de cette satisfaction qui ne dépend pas que de vous. Et par exemple, vous ne pouvez pas vouloir qu'il fasse beau. Vous pouvez avoir l'espoir que demain il fasse beau si vous avez un plan pour aller à la plage, par exemple. Mais vous ne pouvez pas vouloir qu'il fasse beau. Donc en fait, on voit que la plupart des individus ont l'espoir que ça soit super et que ça se passe comme ils voudraient que ça se passe. Mais ça, c'est l'espoir. Sauf que on ne peut pas vouloir, on peut espérer que la météo il fasse beau, c'est pareil. Hein. Je peux espérer que cette relation qui démarre se passe bien, me donne satisfaction, mais je ne peux pas vouloir. Ça, c'est vraiment une espèce de truc. C'est comme j'espère demain réussir mes examens et bien travailler et maîtriser. Mais vous pouvez avoir l'espoir en maîtrisant votre sujet que ça va bien se passer. Mais vous ne pouvez pas savoir qu'en maîtrisant le sujet, forcément, vous allez avoir votre diplôme. Parce que tout ne dépend pas de vous. Il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas de vous. Voilà. Alors c'est plus facile pour la météo. Quand on est en relation amoureuse, on a souvent la confusion entre l'espoir et la volonté. On se dit, mais moi, je veux que ça marche. Et puis, si je veux, allez hop, je retrousse mes manches, on va y arriver. Il n'y a pas de raison que l'amour... Alors ça, c'est ce que j'entends tout le temps. L'amour fait tout, l'amour, grâce à l'amour, nous allons y arriver à deux. On peut dépasser des montagnes grâce à notre amour. On s'aime tellement que ta. Donc ça, c'est un peu immature. Hein. C'est vraiment l'idée que volontairement, si on s'aime réciproquement d'un amour fou, alors à ce moment-là, voilà, on a l'espoir que tout se passe bien. Donc il faut distinguer, selon les stoïciens, l'espoir et la volonté. Donc,
je répète que pour Épictète et pour les autres philosophes stoïciens, c'était il y a plus de bonheur dans les faits de désirer ce qui dépend de moi que d'avoir l'espoir que ça se passe bien grâce à notre amour ou à l'autre ou à ce partenaire ou à je ne sais pas quoi. Voilà. Donc espérer, le problème de l'espoir, c'est que quand il y a de l'espoir, il y a de la crainte. Si j'ai l'espoir que, par exemple, mon fils est malade et qu'il guérisse, ben, j'ai toujours de la crainte derrière. D'accord ? Et quand c'est mobilisé par la peur, ben, vous savez que, en général, on est comme ça un peu... ben, on a peur. Et donc, on va avoir des comportements qui sont plutôt liés à la survie. Et ce n'est pas forcément ce qui est le plus pertinent pour agir de manière efficace, en fait. Hein, on dit la peur ne protège de rien. Quand vous avez l'espoir, quand vous avez de la crainte que ça se passe mal, par exemple ce matin j'en avais une qui me disait « Moi je suis extrêmement méfiante, comment je fais la dernière histoire, il me trompait, machin, il m'a menti, et donc j'arrive pas dans cette nouvelle relation à ne pas interpréter tous les signaux comme quoi il va me mentir, il va me trahir, il va me mentir, même si je sais que c'est a priori faux, je n'arrive pas à faire autrement que d'être méfiante. Il va me mentir, d'accord ? Et donc, elle me demande, comment je fais? Est-ce qu'il y a un remède, une recette magique, comme quoi, bah, tu vas arrêter d'être méfiante. Je dis, non, tu es stimulé et restimulé parce que tu vas interpréter, tu vas avoir envie que ça se passe bien, tu as l'espoir, à la fois l'espoir que ça se passe bien dans cette nouvelle relation, et qu'est-ce qui dépend de toi, et tu vas être stimulé et restimulé. Donc forcément, le stimulus va appuyer sur des blessures, sur tes peurs. Et plus tu as peur, plus tu as l'espoir que ça se passe bien, mais la peur ne protège pas, en fait, ça te fout le bordel, parce que tu deviens jalouse, tu deviens possessive, tu deviens contrôlante, etc. Donc je lui ai dit comme ça, je lui ai fait une réponse assez froide, je lui ai dit, non, tu ne peux pas tellement jouer sur retirer cette anticipation de peur, de méfiance. Par contre, tu peux observer simplement que tu es stimulé et restimulé, et que c'est juste un stimulus. Et que quand tu mets beaucoup d'énergie sur le stimulus, ben, voilà, tu fais quelque chose qui ne dépend pas de toi. Tu agis sur le stimulus en espérant qu'il ne te mente pas. Alors tout ça, c'est complètement imaginaire. Hein. On n'est pas sur qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend d'elle. Ben, c'est de voir qu'elle est tout le temps stimulée. Qu'est-ce qu'elle fait de ça? Est-ce qu'elle continue d'être stimulée? Est-ce qu'elle passe son temps à autre chose? Est-ce qu'elle met de l'énergie ailleurs? Est-ce qu'elle oriente son attention sur autre chose? Est-ce qu'elle voit qu'elle est stimulée et restimulée et qu'elle discute avec l'autre? Enfin, je ne sais pas. Mais à un moment donné, je dis, mais reviens vers toi, ce n'est qu'un stimulus. D'accord? Soit tu te laisses complètement obséder par ce truc en pensant que quelque chose qui vient de l'extérieur va pouvoir miraculeusement changer, ou tu arrêtes ce truc. Ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Donc je trouve que ce concept qui agit sur ce qui dépend de toi, au lieu d'être dans l'espoir et la crainte, et tout ce qui est mobilisé par la peur, ça ne protège de rien, ça amplifie les désordres, le chaos, la confusion, etc. Alors, les stoïciens, quand même, pour faire un petit point philo, ils étaient très attachés à la rigueur, à la persévérance, à la discipline, au courage, plutôt qu'au confort. Donc, voilà, si vous êtes branché philosophie stoïcienne et que vous faites comme eux, eh ben vous avez, moi je suis un peu comme ça, j'ai toujours été autodisciplinée, hein, une routine matinale pour se centrer, le matin vous vous réveillez, vous avez, je sais pas, une routine, enfin vous faites des choses, vous méditez, puis après vous faites ça, puis après vous faites ça pour vous mettre dans l'énergie, en fait vous êtes centré quoi. Voilà, c'est pas, il y a quand même beaucoup de rigueur, de discipline, hein, c'est pas à la cool comme ça, c'est pas olé olé. Hein. Donc on quitte sa zone de confort, on quitte la paresse, on fait un truc, on fait des pratiques de gratitude, on clarifie ses intentions et ses objectifs, on fait de la gestion du temps, on priorise. Aujourd'hui, voilà, ça serait comme ça aujourd'hui si on était des modernes stoïciens. On priorise, on fait son agenda, on dit ouais, quelles sont mes priorités, ce qui est urgent, pas urgent, à quelle heure je fais ça, est-ce que je le planifie, ça j'ai pas besoin de le faire, je peux lâcher un peu. Je mets un peu de douceur avec moi, mais pas trop. Donc on n'est pas raide,
mais on se débarrasse du superflu. On dit ça c'est essentiel, je me mets mon attention dessus, ça dépend de moi, ce truc-là c'est pas très important, je le ferai demain, je vais dire non à ces sollicitations, sinon je me fais embarquer, ça fait trop pour moi, etc. Voilà. Donc on retire le superflu, on va vers l'essentiel. On dit non à des sollicitations qui ne nous servent à rien ou à des sollicitations en nous-mêmes qui sont excessives. Et on dit oui, on dit un vrai oui, on dit un vrai non. Voilà, ça je le fais maintenant, ça je le ferai plus tard, ça me prend 1 heure, ça je le fais pas parce que ça me prend trop de temps. Voilà, on est clair avec nous, quoi. Donc, on est très en accord avec nos valeurs et nos principes, en fait. Hein. On est beaucoup branché sur la fidélité à nos principes et à nous-mêmes, en fait. Voilà, c'est ça l'histoire de la philosophie stoïcienne. On est branché, on est en accord avec nos principes et nos valeurs, et on les applique. On n'est pas flottant, on n'est pas des théoriciens pour faire des théoriciens, on met ça tout de suite en pratique, et voilà. Et on se remémore de nos valeurs dans le quotidien, parce que ça se vit dans le quotidien. C'est pas un machin un peu fumeux, quoi. Hein. Voilà. Bon. Donc ça a quand même du bon. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même très à la mode, la philosophie stoïcienne. Ça a été repris par... il y a le mouvement New Age qui arrive derrière et qui envoie plein d'infos sur plein de philosophies. Donc c'est récupéré, c'est très à la mode aujourd'hui. Pourquoi pas, hein, mais c'est aussi... Parce que moi, je m'intéresse toujours à la thèse et à l'antithèse. C'est-à-dire, je me dis, tiens, ok, il y a un engouement pour la philosophie stoïcienne, avec agis sur ta volonté, sois l'auteur de ta vie, on entend ça, hein, si tu veux, tu peux, deviens la meilleure version de toi-même, qu'est-ce qu'on vous sort encore en trouvant les bonnes techniques, tu peux progresser, tu peux avancer, tu peux te libérer, tu peux devenir au top, enfin des trucs comme ça. Voilà, on entend ça sans arrêt et donc c'est très à la mode. Hein, ok. Alors, le truc, c'est que j'aime bien dessiner les contours et voir un peu les limites. Et donc, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps un entretien, vous connaissez certainement Fabrice Midal, et avec Pierre Vesperini, qui est un philosophe et chercheur au CNRS, qui justement faisait le contrepoids de cet engouement des philosophes stoïciens, en disant comme ça que l'idée de Marc Aurèle, qui était quand même à la base l'empereur qui était plein de sagesse, là, c'est lui qui a quand même lancé, pondu la philosophie stoïcienne, c'était quand même de faire taire ses émotions à la base. Hein. C'était pas marrant leur vie à l'époque, pas très fun quand même. Hein. Donc c'était quand même priorité au collectif. Voilà, il fallait avoir une place dans la société. On n'était pas sur l'individualisme, on n'était pas du tout dans le même mouvement qu'aujourd'hui où chaque individu doit être la meilleure version de soi-même. On est très centré sur nous, hein, alors qu'eux, ils étaient sur le collectif. Hein. Et donc, lui, en tant qu'empereur, c'était pas son choix en fait. Lui, il voulait pas être empereur au départ. C'était pas son truc. Hein. Lui, ce qu'il voulait, il était plutôt artiste, je sais plus. Enfin bon, c'était pas forcément sa tasse de thé. On l'a mis là. Il fallait qu'il se débrouille avec ce poste, d'accord, à responsabilité. Donc, ça voulait dire toute ça. Je pense que c'était un hypersensible. Hein. De notre époque, on l'aurait taxé d'hypersensible, etc. Au revoir l'hypersensibilité. Il fallait qu'il tienne son poste. Et donc, lui, il a dû faire taire ses émotions, accepter son sort, être plus efficient, avoir moins d'état d'âme, mieux se contrôler. Enfin voilà, c'était ça qui devait... et c'est ça qu'il a transmis en fait. Avec des bonnes idées certes, mais c'était un peu excessif. Et dans cet entretien que j'ai écouté, justement, il disait que à l'aide de cette philosophie, il y avait un entraînement pour faire passer ces idées-là, alors que lui-même, en étant empereur, il est devenu très despote et très tyran. Hein. Mais il est passé plus tard pour un philosophe stoïcien qui faisait le bon, qui était sage, qui donnait des bons conseils, etc. Alors qu'en fait, c'était un despote. Et ça, dans l'histoire, ce goût de la philosophie stoïcienne avec les idées de Marc Aurèle, c'est qu'au XVIIIe siècle, parce qu'avant, il n'était pas passé pour un philosophe avec des belles idées, des beaux concepts. Hein. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'histoire quand même, parce qu'on s'imagine, oui, Marc Aurèle, à chaque fois qu'on entend des phrases de Marc Aurèle, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il était formidable, c'était génial, tout ce qu'il disait, etc. » Mais enfin bon, ça n'a pas toujours été vrai, et c'est bien de replacer dans le contexte.
Donc les recettes à la Marc Aurèle, c'est bien de prendre le bon de ça, hein, mais de voir que quand même, de faire taire ses émotions, de devenir parfait, de devenir l'auteur de soi-même, d'être très volontariste, à un moment donné, c'est un peu une posture, toujours pareil, idéale, qui est une posture de perfection, en fait. En faisant ça, vous allez y arriver. Et si vous n'y êtes pas, vous êtes des nuls. D'accord? Mais c'est hyper stressant comme posture. Toutes les postures idylliques, enfin, c'est des idéaux haut placés, c'est des concepts très hauts, qui, à mon avis, peuvent faire beaucoup souffrir. En disant, mais pourquoi, en appliquant ces principes, l'autre, il n'y arrive et pas moi, lui, il agit sur ce qui dépend de lui, voilà, il s'en sort bien, et puis moi, j'ai toujours des états d'âme, j'y arrive pas. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. C'est pas toujours si tu veux, tu peux. En fait, on se tape des histoires de schémas répétitifs, on a du transgénérationnel qui descend, on a de la génétique, on a les normes sociétales dans lesquelles on est complètement imprégné, on s'en rend même pas compte. Donc tout ça fait que, oui, on peut faire en sorte d'agir sur ce qui dépend de nous, mais des fois, tant qu'on n'a pas cette conscience, cet éclairage de qu'est-ce qui crée nos conditionnements, on est pris malgré nous par ces conditionnements. Voilà. Et même en les connaissant, on a même des fois du mal à s'échapper des normes sociales, par exemple. Comme par exemple ici, l'histoire de l'amour romantique, on est complètement à flot, puisque je suis sur les histoires d'amour, moi. On est complètement câblé sur l'histoire du mythe romantique, c'est ce qui est le plus prisé aujourd'hui quand même. Et du coup, on ne s'en rend même pas compte, on trouve c'est normal. Le couple, réussir son couple, enfin tous ces trucs-là. Bon. Bref. Donc il disait comme ça, Marc Aurèle, c'est pas bien de se mettre en colère, c'est pas bien d'avoir du désir sexuel, c'est pas bien d'être dans la gourmandise, il faut se dégoûter de la gourmandise, voilà, l'acte sexuel c'est juste un spasme. Enfin, c'était un peu straight quand même. Hein. Et donc c'est parce qu'en fait lui, il se disait à lui-même que s'il faisait ça, il irait bien. D'accord ? Donc il a diffusé ces principes-là. Donc c'est toujours un peu pareil, il y a du bon, mais ça peut être un peu excessif de se dire si je fais comme ça, alors à ce moment-là, voilà, j'ai une vie très disciplinée, ça peut être un peu rigide, quoi. Alors ensuite, dans la mouvance de travailler sur ce qui dépend de soi, vous avez aussi le travail qu'a fait Spinoza, que moi, enfin, il y en a beaucoup qui aiment bien, et qui disait comme ça, mais il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et donc, quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Ça, c'était une phrase de Sénèque, et à agir. C'est-à-dire qu'on n'éradique pas les peurs, mais on peut peut-être espérer un peu moins. C'est ce qui va nous donner le goût de la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire, par exemple, j'espère... alors, je suis amoureux de quelqu'un. C'est le début, d'accord? J'en peux plus. Je suis dans la loucoumisation de mon histoire. Oh là là, je suis aveuglée, c'est magnifique. Nous allons faire un couple magnifique. Hop, au bout de 5-6 ans, tu les retrouves les mêmes. Oui, ouais, bah alors quand même, je commence à m'ennuyer. Ouais, c'est bien, mais quand même, il y a plein de problèmes, machin, tout ça. C'est moins bien que... Hein. Bon, donc on dit l'amour dure 3 ans, ou 2 ans, ou 1 an, enfin bon, bref, bon, ça ne dure pas. Bon, alors, l'histoire, c'est ensuite... j'ai l'espoir que ça redevienne comme au premier jour, évidemment. Hein. Et ce qu'on va souvent voir apparaître, c'est je fantasme sur quelqu'un d'autre. Je fantasme sur quelqu'un qui va être la prochaine sera la bonne, le prochain sera le bon, parce que là, c'est quand même moins, moins, moins. Donc on voit ça sans arrêt. Donc on repart sur j'ai l'espoir que. Et j'ai l'espoir que. Et donc en fait, et on entend je l'aimais, je l'aime plus. Alors là, c'est encore... c'est les trucs complètement absurdes que j'entends toutes les 5 minutes, mais je le répète tout le temps. Je l'aimais tellement, on s'aime plus du tout. Ben non, c'est-à-dire que cette relation, elle a été beaucoup construite sur le fantasme et l'idée de l'état amoureux et le goût de la passion. Mais ça ne tient pas, ça ne prend pas en compte les aspects de la réalité, la rugosité de la réalité qui fait que chacun arrive avec ses différences, ses valeurs, ses blessures, ses machins. Et puis son évolution, on change en évoluant, etc. Donc, on peut aimer tendrement et peut-être passer d'Eros, Eros qui est l'amour-passion, à quelque chose de peut-être plus amour-philia, hein, qui est un amour plus de tendresse ou un amour-amitié ou
un amour plus ocytocine, appelez ça comme vous voulez. Mais au moins aimer, approfondir et aimer la réalité plutôt que d'espérer toujours le machin passionnel, l'histoire parfaite, l'histoire extraordinaire, ou que le mec change, ou que la nana elle change, ou que je sais pas quoi. Hein. Donc d'espérer un peu moins, et c'est ça le principe aussi de la sagesse à mon avis, c'est d'être plus en contact avec la réalité, la mienne et celle de l'autre, et de faire avec. Voilà. Parce qu'il y aura plus de stabilité, à mon sens, de faire avec ce qui est, plutôt que de vouloir ce qui n'est pas. Donc on n'enlève pas les peurs, mais on devient plus tendre avec le réel. En fait, voilà. On ne cherche pas à vouloir toujours des machins intenses, des trucs parfaits, des histoires extraordinaires et de l'intensité dans tous les sens, parce qu'à un moment donné, il y en a qui partent. Moi, j'ai quand même la grande partie de ma clientèle qui souffre, mais énormément. C'est-à-dire, c'est pas des petites histoires. Hein, il y a de l'insomnie, il y a de la somatisation, enfin bon, ce sont des histoires, mais c'est invraisemblable, quoi. Bon, moi je suis aussi passée par là, mais ça peut aller très loin, quoi. Alors Spinoza, donc j'étais sur Spinoza, il rejoint les stoïciens à l'endroit où il dit une émotion qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous formons une idée claire et distincte. Vous avez compris, je redis. Spinoza dit qu'une émotion qui est une passion, il parlait des passions tristes, hein, qui étaient tout ce qui était des passions sur lesquelles on n'a pas le contrôle d'ailleurs, cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. Donc en fait, pour lui, c'est d'être beaucoup plus rationnel et d'être beaucoup plus clair sur ce qui se passe en nous. Voilà. Il suggère ici que pour se libérer de l'emprise des passions, notamment des passions tristes, il faut les comprendre rationnellement. Et donc, en les examinant avec clarté, nous pouvons cesser d'en être esclaves et gagner en liberté intérieure. Moi, j'ai toujours été dans une visée d'agrandir un sentiment de liberté intérieure. La phrase, ah oui, je te le redis. Je te redis la phrase. De toute façon, à savoir, ça c'est le micro si tu veux parler. Mais quand même, pour info, de toute façon, ce que je dis, le PowerPoint là, enfin ce que je raconte, vous l'aurez en accès libre sous la conférence, vous le retrouverez, hein, vous pourrez retrouver tout ce que j'ai dit. Et puis aussi, je vous ai conçu des exos pour réfléchir sur votre cas personnel en lien avec cette conférence. Ça sera en accès libre. Vous avez juste à télécharger en mettant votre mail et vous pourrez tout avoir. Voilà, donc je ne redis pas forcément. Hein. Donc l'idée, c'est de mettre de la clarté sur ta vie émotionnelle qui en général ce qu'on parle aujourd'hui de limmérance, c'est-à-dire t'envahit en fait, sur lequel on n'a souvent pas tellement de clarté, parce qu'on veut ce qu'on veut et on n'y voit pas clair dans qu'est-ce qui nous meut, qu'est-ce qui agit en nous, tu vois, et on devient l'esclave de nos passions en fait. Hein. Donc c'est vrai que les stoïciens, ils avaient beaucoup de rigueur, de discipline, et donc l'idée c'était de maîtriser ses émotions passe par un travail de compréhension et d'acceptation du réel. Bon, c'est quand même beaucoup ma manière d'intervenir. C'est vrai que j'ai souvent, quand je suis avec mes patients, j'ai souvent ce type d'intervention de clarifier qu'est-ce qui se joue en eux en termes de conflit intérieur. Il y a une part qui veut ça, une part qui veut ça, une part qui veut ça, et c'est complètement dispersé, quoi. Et ça crée des conflits. Un autre passage célèbre de Spinoza, dans le même esprit, c'est « L'homme libre, en tant qu'il vit sous la conduite de la raison, n'est pas dirigé par la crainte de la mort, mais désire le bien directement. » Bon, on est un peu toujours dans le même esprit, hein, qui est d'encourager à rechercher la connaissance et la raison pour dépasser les émotions qui obscurcissent notre jugement et limiter les passions tristes, comme la peur, la tristesse, la colère, et qui nous empêche d'agir librement. On va retrouver ça aussi chez les philosophies orientales, comme les bouddhistes, qui prônent le détachement. Enfin, on retrouve un peu de tout partout dans toutes les sagesses, en fait. Hein. Après, c'est facile à dire d'être rationnel, mais quand on est complètement coincé et débordé par nos émotions, la rationalité, elle fait avec les petites ailes. C'est ça, on se laisse attraper, et c'est souvent ça qui nous coince. On se fait attraper par des idées fausses, inadéquates, ce que disait Spinoza, qu'on imagine que si on a ça, on serait heureux. Si on a ce partenaire sur lequel on tripe tellement, on est sûr qu'on serait comblé. Voilà. Et ça, c'est une idée inadéquate. C'est faux, on raisonne faux en fait, mais on croit ce qu'on croit, et on est certain qu'on serait comblé si et seulement si on a cette personne, au lieu de voir les choses autrement. Mais bon, alors ça c'est compliqué déjà, de voir la pensée fausse.
Donc en amour, que disent les stoïciens? Ils disent que la plupart des individus préfèrent l'irréel, préfèrent l'imaginaire que le réel. Ils préfèrent l'imaginaire de l'amour romantique, l'imaginaire d'une sexualité intense, charnelle, fusionnelle, que une sexualité bof. Ils préfèrent désirer toujours et encore ce qu'ils n'ont pas, hein, espérer toujours plus, et du coup, ça les fait craindre beaucoup d'avoir quelque chose, et ça crée beaucoup de crainte de ne pas avoir ce qu'on veut. Et donc, c'est pas ça que prônent les stoïciens, vous avez compris, d'aimer davantage le réel, de désirer moins, et ça va être un peu compliqué, de craindre un peu moins, mais d'agir plus. Alors le problème, c'est quoi, à votre avis? Quel est le problème de cette histoire? Je vous le paye en mille. C'est quoi la difficulté majeure? Le propre de l'homme, c'est de désirer. Alors, passe le micro. Le propre de l'homme, c'est de désirer et de rester voilà. imaginaire pour avoir plus. C'est ça. Le propre. Alors, on est construit sur les désirs. L'homme, il est fait de désirs. On est tout le temps dans le désir. Parce que le désir, c'est vivant. On te retire les désirs, tu es un peu électroencéphalogramme plat, tu vois, ce qu'on appelle l'état dépressif. Je ne veux plus rien, je n'espère plus rien, il n'y a plus rien qui me tente, le matin je me réveille, bof, rien ne sert à rien. Voilà. Donc forcément, c'est contraire, si tu veux, cette histoire de volonté, d'être vraiment axé sur soi, d'avoir des principes, etc. C'est bien gentil, mais les humains, nous sommes des êtres de désir et c'est ce qui nous rend vivants et vibrants. Sauf que c'est l'excès de désirer ce qu'on n'a pas qui nous fait courir après des chimères, et c'est ça le truc. Donc, peut-être il y a une conjugaison à avoir sur, ok, je vois que j'ai des désirs sans fin, illimités, hein, puisque je viens de la source qui est illimitée, et je veux toujours tout, je veux retourner à l'unité, j'ai toujours... vous voyez que nos désirs, ils sont illimités en fait. On veut toujours tout et n'importe quoi. Quand vous regardez bien, si c'est pas ça. Une fois que tu as un truc, tu veux autre chose. Et quand tu as ta voiture, tu veux plus ta voiture, mais tu veux je sais pas quoi, la promo du dessus. Après, tu veux ce mec-là, une fois que tu l'as, bon, tu t'ennuies un peu, tu veux le mec d'à côté. Et pourquoi pas l'autre, voilà, bon, tu veux toujours autre chose, quoi. On n'est jamais comblé, en fait. Hein, on veut toujours quelque chose. Donc, du coup, ça peut être pas mal de conjuguer. Ok, continuer de sentir ce désir, que c'est vivant de désirer, mais peut-être de voir qu'est-ce que ce désir qui prime sur la volonté, on peut aussi le mettre en perspective avec cette histoire d'agir sur qui agir que ce sur qui dépend de moi et pas sur les autres. Vous avez compris le truc? Non, on n'a rien compris. Mais si, vous avez compris. C'est-à-dire à la fois désirer en conscience, c'est-à-dire quand vous avez des désirs qui partent dans tous les sens, d'accord? Je désire celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et puis celui-là, je voudrais être comblé, d'accord? Donc faites-le en conscience, sentez le côté vivant à la source. Moi, ce que j'avais retenu d'un enseignant qui est très juste, sentez le désir qui est vivant, maintenant arrêtez de vous accrocher au résultat. Peut-être vous l'aurez pas, c'est pas garanti. Et de toute façon, vous avez quelqu'un, il peut vous lâcher, il peut mourir, il peut partir, il n'y a rien qui se tient. Vous n'avez pas le contrôle. Par contre, vous pouvez revenir sur, ok, je continue de désirer, parce que ça me rend vivant, mais je reste à la source, à l'impulse, au premier temps du jaillissement du désir, et je ne m'excite pas sur ce sur quoi je n'ai pas le contrôle. C'est-à-dire sur l'objet, sur la satisfaction du désir, sur les résultats du désir. C'est-à-dire d'obtenir vraiment ce que je veux. Sentir le désir, se remplir du jaillissement du désir, de se sentir vibrant et désirant. Alors, dit autrement, c'est je sens que je suis un être désirant, donc vivant. Et je ne suis pas obligée de m'accrocher à l'objet et à la satisfaction totale du désir, parce que là, je vais coincer. Mais même quand j'ai satisfaction, après, je veux autre chose. Après, je m'ennuie. On le voit dans l'orgasme. Une fois que vous avez l'orgasme, voilà, bon. Donc, c'est le même truc. Après, vous vouliez retourner, vous voulez toujours autre chose. Voilà. Ensuite, autre principe de la sagesse stoïcienne, c'est l'idée de la mort. Ça, je vous l'ai déjà dit dans pas mal de conférences, mais parce que moi,
Je fonctionne beaucoup avec ça, hein. C'est-à-dire ce qui vient donner la joie de vivre et la vitalité et l'élan du désir, c'est beaucoup le fait de savoir qu'on va mourir. C'est-à-dire, il y avait une phrase d'Alphonse Allais qui disait « Réjouissons-nous, il n'y aura aucun survivant ». Donc quand on se souvient qu'on va mourir, eh ben, on apprécie chaque petit instant beaucoup plus que si on se croit éternel ou si on est le nez fixé dans notre to-do list. Le sage est désespéré en fait, ce qu'on appelle le tragique de l'existence. Ce tragique de l'existence, être en contact avec ce tragique de l'existence permet d'avoir une forme de gratitude sur les petits moments du quotidien. Donc de se contenter de ce qu'on a et pas de vouloir toujours des machins imaginaires qui ne sont pas là et que l'autre on n'a pas le pouvoir dessus et que c'est magique et ça serait tellement mieux si j'avais la bonne personne et patin couffin, enfin toutes les histoires qu'on se raconte, au lieu simplement de se dire attends, oui, bah, rappelons-nous qu'on n'est pas immortel et que à tout instant tout peut basculer. Alors, ceux qui arrivent le mieux, c'est ceux qui ont beaucoup souffert. Les gens qui ont passé dans des souffrances horribles, trucs de cauchemar, et qui s'en sont sortis, en général, ils sont en contact avec cette histoire du tragique de l'existence. C'est-à-dire qu'ils sont passés dans ce qu'on appelle, souvent on appelle ça la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire c'est vraiment un truc, c'est les enfers sur terre, quoi. Et donc, après avoir touché ça, ben, il suffit que tu aies une absence de souffrance physique ou émotionnelle, tu ne vas pas te rajouter des couches. Tu es beaucoup moins dans je saute sur tout ce qui bouge, et je veux ça, et je veux ci, et je veux mi. Là, tu commences à être vraiment dans cette sagesse de la simplicité, hein, qui est ce que je vise, c'est l'ataraxie. On va vers l'ataraxie, qui est une intention, une direction, qui est l'absence de trouble. Et donc, je me réjouis de ne pas souffrir. Je ne suis pas mort, je suis toujours vivant. Ok, je n'ai pas tout ce que je veux, mais je me réjouis de ce que j'ai, au lieu de vouloir toujours des tas de trucs dans tous les sens. Voilà. Et ça, c'est une forme de discernement ou de lucidité, et c'est vrai que, voilà, il y a peu de chances il y a peu de personnes qui sont en contact avec ça, et comme je le dis souvent, c'est quand ceux qui sont passés dans une machine à laver, quand ils en sortent et que ça va mieux, ils se disent « Oh, ben bien, j'ai ressuscité », donc rien que le fait de respirer, de ne pas avoir mal dans le corps, etc., c'est déjà, je suis au plafond. Je suis déjà au sommet de ma vie. Mais voilà, peut-être que vous pouvez éviter des passages d'enfer sur terre pour pouvoir réaliser ça. Ce qu'on appelle le dépouillement de l'ego aussi, dit autrement. Hein. Le dépouillement de l'ego, c'est arrêter de... Parce que c'est très égotique, ces trucs de vouloir toujours plus, et de vouloir avoir tout ce qu'on veut, et d'attendre la bonne personne, et d'attendre que notre histoire réussisse, et de ne pas avoir d'échec amoureux, et de ne pas ceci et de ne pas cela. Bon, à un moment donné, on peut se poser des questions, quoi. Qu'est-ce que tu cherches? Donc souvent, les gens veulent des expériences extraordinaires, ils sont addicts à l'intensité, ils sont addicts à l'état amoureux, ils sont addicts à la romance, ils sont addicts à tout ce qu'on veut, d'accord? Mais ils ne savent pas, c'est un regard, c'est un autre regard qu'on pose sur les choses. C'est pour ça que je vous transmets ça, parce que les situations sont neutres en réalité. Ce n'est pas les situations, c'est le regard qu'on met sur les choses et sur les situations qui peut changer. Donc ce regard, qui est un autre regard, qui est un regard des sagesses anciennes en fait, elles peuvent peut-être, si vous vous les appropriez, et que vous n'oubliez pas cette affaire-là, vous faire remarquer, bah oui, peut-être que vous pouvez mettre votre attention sur ce que vous avez, et donc d'aimer le réel plutôt que d'aimer ce qui n'est pas et que vous imaginez qui pourrait tellement vous contenter, vous combler, vous contenter. Parce que les moments de plénitude, ils sont très, très minimes en fait. Quand vous voyez la plénitude, dans un orgasme, c'est quoi? Quelques minutes. Après, vous êtes dans les bras, vous êtes content, puis vous endormez. Voilà, ça dure quoi? Un moment de fusion charnelle, ok. Vous allez à la plage avec votre amoureux, chewing-gum contre chewing-gum, bon voilà, ça dure 3 heures. Bon, c'est parfait, and so what? Voilà. Bon, c'est pas fait pour durer. Tous les moments de fusion ne sont pas faits pour durer. Alors vous êtes complet là pendant 5 minutes et demie, puis après vous en voilà, et j'en reveux, et j'en reveux, et j'en reveux. Ok, mais jusqu'à quand vous allez faire des trucs comme ça? Je trouve, enfin, je peux être un peu raide parfois. Je trouve qu'à un moment donné, il y a une forme d'immaturité là-dedans qui est, mais je ne me rends pas heureux en faisant ça, parce que j'alimente cette histoire du désir et que le monde extérieur, que cet objet d'amour, si je l'ai, si je vais dans ces vacances extraordinaires avec lui, si je fais ça avec lui, s'il est vraiment dans ma vie toute la journée et que j'ai la femme, la maison, le chien, le machin, le ci, le mi, je serais tellement heureux. Oui, bon, à un moment donné, il faut arrêter de créer ces imaginaires et de les alimenter tout le temps parce que ça alimente le manque. Et quand vous êtes sur le manque, vous n'êtes pas sur ce qui est là, vous êtes sur le manque.
Et en plus, ah oui, je suis sûre, ça me manque, ça me manque, ça me manque. Je trouve, à un moment donné, une forme d'immaturité de continuer d'alimenter ces trucs du manque, ces idées du manque, qui sont complètement mentaux, en plus, c'est des postulats mentaux. Et là, vous n'agissez pas du tout sur ce qui dépend de vous, vous agissez sur ce qui ne dépend pas de vous. Donc, voilà. Bon, moi, ça ne me gêne pas d'être un peu radical maintenant, quand je dis que c'est un peu immature, mais au moins, ça remet les choses en place, parce que je comprends qu'il y a des moments dans la vie où il faut passer par ces histoires de désir, d'être comblé, d'y croire, de rêver, de fantasmer, d'imaginer, oui, 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 je serai comblé. Puis à un moment donné, il faut peut-être un peu lâcher tout, enfin, être vraiment réaliste, quoi. Je réalise qu'en créant et en produisant ces imaginaires et en alimentant ces trucs du manque, je ne me rends pas la vie belle. Parce que je ne sais pas me contenter de ce qui est, en fait. De ce qui est chez moi, en moi, donc d'accepter qui je suis vraiment, et d'accepter l'autre à l'endroit où il est. Et si je ne peux pas faire avec cet autre, qui est mon compagnon par exemple, et qui ne me correspond pas, mais j'arrête cette relation, quoi. Je prends le risque de perdre l'autre et je fais autre chose de ma vie, je laisse de la place pour vivre autre chose. Parce que sinon je m'embourbe, de chez je m'embourbe. Donc à un moment donné, peut-être que, il va changer, elle va changer, la situation va changer, tout changera, et peut-être que je serai comblée, et si, et si, et si. C'est que des imaginaires, et à un moment donné, on se fout dans la merde tout seul avec ça. Alors, maintenant, je suis contente parce que je vais faire la différence entre... Je suis contente parce que je suis plus côté épicure que côté stoïcisme. On peut permettre de faire la différence entre le stoïcisme et l'épicurisme. Donc, pour le stoïcisme, le but de la vie, c'est de vivre en accord avec la raison et la nature. Pour eux, le bonheur vient de la vertu, hein, je vous avais dit, Marc Aurèle, la vertu, la discipline. Maîtriser, se maîtriser, maîtriser certains principes de sagesse. Donc c'est faire preuve de courage, de justice, de tempérance, quelles que soient les circonstances, même extrêmes. D'accord ? Alors que chez les épicuriens, c'est plus doux quand même. Hein. On est quand même sur la recherche du plaisir. Donc il y avait quand même un côté hédoniste que moi j'aime bien, parce que c'est quand même mon profil de personnalité qui est orienté sur le plaisir. Donc je vais retrouver ça. Mais pas au sens hédoniste, dans le sens de la démesure. C'est au sens de la mesure. Ils définissent le plaisir comme l'absence de douleur, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, absence de douleur physique et mentale. Et la vie bonne, c'est celle qui minimise la souffrance et qui maximise les plaisirs simples et naturels comme l'amitié, la tranquillité de l'âme, l'autosuffisance. Voilà. Donc on est, avec cette philosophie épicurienne, on se retrouve beaucoup plus dans la gestion de la solitude. C'est-à-dire, j'arrête de vouloir toujours être à 2 ou à 3, ou à 4, ou je ne sais pas quoi. Je suis bien, je peux m'autosuffire de moi-même et tout va bien. Je peux avoir des amis et cultiver mes amitiés, développer mon tissu relationnel et ça va bien. Et je peux avoir des plaisirs simples, modérés et pas excessifs. Parce que plus je veux des trucs excessifs, intenses, excessifs dans tous les genres, et plus finalement je suis pas dans une forme d'hygiène de vie, quoi. Je suis déséquilibrée, je crée du déséquilibre, et du coup je me nuis à moi-même dans ces excès de démesure, de plaisir, imaginez, vous faites la fête tous les soirs, et que vous bossez le lendemain, un soir, 2 soirs, 3 soirs, après vu que vous êtes cuit, vous bossez de manière pas du tout productive et vous êtes zombie. Donc tous les excès finissent par nuire, et donc les épicuriens, ils étaient très hédonistes, plaisir, mais un plaisir modéré, hein, un esprit sain dans un corps sain, une hygiène de vie, une forme de discipline quand même, mais sans excès. Comme ça, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la légèreté de l'être, c'est-à-dire être dans une forme de vie, cultiver cette vitalité en ayant un équilibre avec vos amis, avec vous-même, avec éventuellement votre famille, avec voilà. Mais sans en faire un truc obsessif, il me faut ça pour être heureux, et sinon comment je fais ? Donc c'était très mesuré en fait, c'était très modéré. C'est le sens de la modération chez Épicure quand même. Hein. Voilà. Alors la vision de la souffrance et des émotions. Chez les stoïciens, eux, ils cherchaient à contrôler leurs émotions, vous avez compris, surtout les passions, c'est-à-dire les émotions extrêmes. Donc il fallait se contrôler, il ne faut pas être dominé par les passions. Il faut que les événements soient neutres. Alors que chez les épicuristes, eux, ils ne rejettent pas les émotions, déjà c'est mieux. Hein. Moi, je préfère ce travail qu'on propose les thérapies. Enfin, en général, les thérapies aujourd'hui, on est beaucoup dans l'accueil des émotions.
la bienveillance, on accueille tout ce qui vient, tout ce qui vient. Tout ce qui est... Vous êtes triste, on accueille la tristesse. Vous êtes en colère, on accueille. Vous êtes désespéré. Voilà. On place un espace d'accueil pour tout ce qui émerge au niveau émotionnel. Au lieu de dire, oh non, mépriser. Bon, ça ne marche pas trop. Donc, on accueille dans un premier temps toutes les émotions qui émergent, mais on recherche quand même un équilibre chez Épicure, en évitant les désirs non nécessaires et les plaisirs qui peuvent mener à la douleur. Voilà. En fait, on prône une forme de tranquillité de l'âme, toujours pareil, ataraxie, absence de trouble, en évitant les situations ou les désirs excessifs qui pourraient perturber la paix intérieure. Donc voilà, donc on s'excite moins sur tout et n'importe quoi. On sort des addictions en fait, et des addictions à l'intensité notamment, direct. Chez Épicure, on sort des addictions à l'intensité. Donc tous ceux qui me racontent, je suis amoureux de l'état amoureux, je suis amoureux d'une sexualité qui saute au plafond, etc., tout ça, existe. Hop, au revoir. Ça ne vous crée pas le bonheur, donc on dit, c'est pas bon pour vous, faites autrement. La relation au monde et à la société. Alors, c'est intéressant parce que pour le stoïcisme, il valorise vachement l'engagement social et le devoir. Vous vous rappelez, c'était une société où il fallait chacun ait sa place dans la société. T'es empereur, tu fais pas autre chose que d'être empereur, t'as pas le droit, t'as pas le choix. D'ailleurs, tu fais ce que tu as à faire. T'es un artisan, tu passes ta vie à être artisan. T'es esclave, tu dois être un bon esclave et point barre, on ne te demande pas de changer de métier. Voilà, tu as ta place et tu contribues et tu te tais. Alors que chez l'épicuriste, la politique et la vie publique n'a pas d'intérêt. En fait, il faut se détacher de ça pour cultiver cette paix intérieure. Voilà, sinon ça va coller des troubles, on va s'exciter, on va s'agiter pour pas grand-chose, donc on arrête de s'agiter. On était plutôt tranquille, quoi. Vous avez vu la différence? Pas la même chose. La vision de la mort, c'est intéressant quand même, je trouve. La vision de la mort chez le stoïcisme, c'était d'accepter la mort comme un événement naturel et inévitable. Il faut accueillir sans crainte ni regret. Chez les épicuriens, la mort ne doit pas être crainte parce que selon leur vision atomiste, elle est simplement une fin de la sensation et de la conscience. Comme quand on est vivant, de toute façon, on n'est pas mort. Et quand on est mort, eh ben, on n'est plus. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter, puisque de toute façon, on n'aura pas d'émotion et de passion, puisqu'on ne sera plus là pour réfléchir à tout ça. Voilà. Alors après, moi, je me suis intéressée aussi, du coup, à cette notion du bonheur, qui est quand même un des sujets sur lesquels tout le monde... on est tous sur la question du bonheur. Il y a même le PIB du bonheur aujourd'hui. On fait des enquêtes sur quel est le pays qui a le plus de bonheur. Machin. Tout le monde veut le bonheur. C'est vraiment le grand sujet à la mode. Et c'est tellement à la mode que je me suis dit, tiens, relation amoureuse et bonheur, est-ce qu'il y a des liens à faire? Et j'ai croisé il n'y a pas très longtemps quelqu'un que j'ai interviewé sur ma chaîne, que j'ai trouvé fort sympathique, qui s'appelle Julien Perron, qui a fait un documentaire et a écrit 2 bouquins sur C'est quoi le bonheur, qui est très sympa aussi, qui est à Montpellier. Et d'ailleurs, vous le retrouvez sur ma chaîne. Et du coup, dans ce documentaire que j'ai écouté, que j'ai trouvé intéressant, il est en accès libre, hein, C'est quoi le bonheur, le documentaire de Julien Perron. Donc, j'ai écouté il interviewe des tas de personnes, qui sont souvent connues d'ailleurs, et qui disent, voilà, le bonheur pour moi c'est, le bonheur pour moi c'est, voilà. Et d'ailleurs, je vous ai laissé des exos, vous pouvez aussi vous interroger, c'est quoi pour moi le bonheur? Je vous ai laissé un exo que j'ai fait avec un ami d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, où j'ai dit, tiens, on va 5 minutes, chacun un tour de rôle. Par exemple, là, je t'interviewe, Marc, c'est quoi le bonheur pour toi? Et je te donne 5 minutes, et moi, je dis rien pendant 5 minutes, je mets un chrono, et j'attends que tu racontes ce que tu veux raconter, c'est quoi le bonheur pour toi? S'il y a un silence, ben, on attend il y a un blanc, on attend les 5 minutes. Quand il y a le chrono qui sonne, hop, tu arrêtes de parler, et tu me reposes la même question. C'est quoi le bonheur pour toi? Et moi j'ai 5 minutes à mon tour, d'accord? Et on fait comme ça 20 minutes. 5, dans un sens, dans l'autre sens. L'idée étant de creuser en vous, c'est quoi le bonheur pour vous? Parce qu'il n'y a pas de définition de bonheur. Hein. La définition, elle est propre à chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est de creuser chez vous, c'est quoi le bonheur pour vous? Et après, dans les exos que je vous ai mis, hein, vous pourrez les télécharger, c'est prenez conscience
de quoi vous avez pris conscience au cours de cette discussion que vous avez eue avec cet ami. Vous pouvez le faire avec votre compagnon si vous voulez, ou avec cet ami. Et l'intérêt de ça, pour moi, c'est de creuser en vous et de voir jusqu'où, par rapport à la conférence que je donne sur, justement, Épictète, Marc Aurèle, les stoïciens, les épicuriens, jusqu'où vous n'avez pas cet imaginaire. Hein, quel est l'imaginaire fantaisiste de l'endroit où vous pensez que vous seriez complet grâce à ce et qu'est-ce qui est la part réaliste, la part rationnelle et la part irrationnelle. Donc de voir un peu les liens que vous pouvez faire avec ce que j'ai raconté juste avant et votre vision du bonheur. Bon. Après, je vais vous relater quelques points que j'ai écoutés dans le documentaire et que je trouvais intéressants. Quand le désir, et quelqu'un disait comme ça, on ne désire que ce qui nous manque. Ça, c'était le truc de Platon. Voilà. Et donc, après Schopenhauer, il a dit, ouais, mais bon, une fois que vous avez ce qui vous manque, vous avez trouvé la bonne personne et que vous l'avez chez vous, là, du matin au soir, elle ne vous manque plus, donc vous vous ennuyez. Donc c'est mort, l'histoire elle est morte. Donc après on fantasme parce qu'on veut toujours autre chose qui ne nous manque pas et donc le désir n'est du manque. Ce qui n'est pas faux, mais du coup c'est hyper c'est triste comme truc, quoi. Bon, alors quand le désir est satisfait, c'est ça, on est repu, on s'ennuie. Ce qui crée de la frustration, ce qui crée du désir d'attraper ce que l'on veut, ce qu'on fantasme, etc. Donc c'est un machin sans fin. Donc ça, c'est quelqu'un qui disait ça, je trouvais évidemment très juste. On entendait ça tout à l'heure chez les stoïciens, arrêtez d'agir sur ce qui ne dépend pas de vous, de vouloir toujours tout attraper, vous serez toujours frustré, c'est sans fin. On n'a pas le contrôle sur l'autre, ou si peu, ça c'est la base de la base, vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. Avec ding, baguette magique, tu vas changer, oui. Si, tu vas changer, moi je veux que tu changes. Donc on a si peu de contrôle, un peu mais si peu. Et donc ça, c'est bien de se le mettre dans le crâne. Vous avez très peu de contrôle sur les autres. C'est bien de le savoir. Alors, ne pas dire non plus l'autre, on ne peut pas changer l'autre, ça serait peut-être un peu excessif. Hein. On ne peut pas changer l'autre. On peut influencer un peu, ou négocier, ou donner des idées. Après, il bouge pas. Il change pas. Mais on peut éventuellement tester, dire, ah ouais, pourquoi pas, tu me dis que tu vas changer. On peut essayer une fois, deux fois, trois fois. Si au bout de 3 fois, tu ne changes pas, ben, au revoir. Hein. Peut-on désirer ce qui est, vouloir ce qu'on a, plutôt que de désirer ce qu'on n'a pas? Bon, ça, je l'ai déjà dit. Alors, mais si je désire ce que j'ai, et que je désire que ce qui ne dépend pas de moi, est-ce que je ne vais pas trouver la vie bof, 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 fadasse? Parce que ça, c'est le problème qu'on trouve dans ces histoires de bonheur, c'est que très souvent, les personnes, quand vous les confrontez, vous leur dites oui, mais bon, vous pourrez avoir ce que vous voulez, et puis contentez-vous des choses simples, des plaisirs simples du quotidien. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ben c'est fade. Je m'ennuie. J'ai besoin de stimulation intense. Ah ouais, mais ouais, bon, c'est bien de regarder un paysage, d'aller dans la nature, mais à deux, c'est mieux. Donc il faut de la stimulation, on est d'accord. Et puis moi, je veux partager, parce que si je ne partage pas avec quelqu'un, c'est fadasse. Moi, manger un repas tout seul, c'est fadasse. Que des trucs comme ça, j'entends sans arrêt ça. Hein. Donc en fait, c'est des besoins de stimulation. J'ai besoin de stimuler, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de plus, j'ai besoin. Ok. Bon, donc, cette relation au fade, elle doit être revue et corrigée. Vous ne devez pas trouver que c'est fade. Vous devez apprendre et cultiver un regard neuf sur les choses. Ce n'est pas parce que tu fais tous les jours, je ne sais pas, moi je vais au sport tous les jours, je vais à la gym tous les jours, d'accord? Bah, bon, moi mon copain il me dit oh qu'est-ce que c'est plan-plan ta vie, tu fais tous les jours la même chose. Moi je trouve ça pas du tout plan-plan, excuse-moi, mais de mon point de vue, même si c'est toujours la même activité, d'accord? Moi je trouve ça absolument génial. Ça me donne une pêche pas possible et je trouve ça jamais pareil en fait. D'accord? Donc c'est ma perception. De l'extérieur, lui il va dire oui mais tu pourrais faire ça, puis le lendemain aller faire de la montagne, et puis le surlendemain aller dans tel endroit extraordinaire, et puis voyez, bon, c'est de son point de vue. Mais moi je trouve ça intense. D'accord? Je trouve ça intense et neuf à chaque fois, même si ça paraît plan-plan. Donc c'est intéressant, parce qu'on a ici deux manières différentes de voir les choses. Le vécu est subjectif, il est perceptif.
Donc si vous avez un regard neuf et intense sur ce que vous faites, même si c'est vu comme routinier, c'est pas fade. Sinon, vous allez être addict à la surstimulation. Il me faut un nouveau voyage, il me faut une nouvelle personne, il me faut un nouvel amant, il me faut la bonne personne, il me faut... Vous n'êtes pas rendu, hein? Voilà, c'est mon point de vue sur la question. Alors, les idéalistes, donc je suis en train de tirer le profil, là, parce que qui c'est qui crée... quelles sont les personnes les plus à même de détester l'ennui, d'évaluer le fadasse, la routine, et qui détestent ça, c'est les profils idéalistes. Voilà. Le problème, c'est que les profils idéalistes, eh bien, n'appliquant pas ces principes de base de sagesse, eh bien, du coup, bah, ils se tapent la tête contre les murs. C'est-à-dire qu'ils se fatiguent énormément, ils pompent une énergie de dingue, ils se pompent à eux-mêmes. Hein. Ils veulent... ils se fatiguent tout seuls, en fait. Et donc, on va trouver dans ces profils idéalistes qui se bercent d'illusions et de chimères. Dans l'énéagramme, vous les retrouvez, c'est les 4, les 1, les 7 et les 3. Dans le MBTI, on les retrouve. On retrouve aussi les HPI, les THPI, les HPE et tout cela. Donc, c'est tous ces profils-là qui ont tendance à ne pas avoir le contrôle sur eux, ni sur leurs émotions, ni sur une discipline pour prendre soin d'eux. Et prendre soin des autres, d'ailleurs. Mais déjà d'eux. Donc, ils sont tellement hypnotisés par leur idéal grandiose, de ce qui devait être, qui n'est pas, qui leur amènerait le bonheur, qui est une quête de Graal, que du coup, ils perdent le contact au réel et se racontent que des belles histoires. Et voilà. Et donc, moi, je débusque ça, et à chaque fois, je les ramène là-dessus. En disant, bah, c'est bien gentil, tout ça, tu veux, gna gna gna. Et alors, bon, c'est bien, mais tu ne peux pas aimer ce qui est. Et tu souffres de ça. Maintenant, je vais faire juste un point sur l'excès de la croyance au contrôle. Pour les gens qui sont vraiment dans si je veux, je peux, il y a aussi les excès. Hein. Là, je prends la thèse inverse. Donc, ça crée de la toute-puissance, ça crée du nombrilisme, ça crée qu'on oublie tous les facteurs environnementaux, le corps, la chimie, les normes, etc. Vous savez que nos décisions, je suis en train de lire un bouquin sur le cerveau, il y a vraiment des fausses idées qu'on se fait sur comment fonctionne notre cerveau. En fait, on s'imagine qu'on a le choix et que nos décisions proviennent que de nous, que de notre volonté. On a le contrôle sur nos choix, nos pensées, etc. Non. On interagit avec l'environnement et, par exemple, vous êtes dans une météo pourrie et vous avez froid, etc. Ben, votre décision ne va pas être du tout la même que si vous êtes au chaud, dans le confort et la sécurité. Pourtant, vous êtes le même, sauf qu'on vous déplace dans une météo pourrie. Donc ça va influencer sur vos choix, vos décisions, vos pensées, vos opinions et vos croyances. Donc les pensées, les cognitions sont en interaction avec l'environnement, avec l'interoception, qui est les sensations internes, avec l'environnement extérieur, avec les situations extérieures, avec les personnes qui relationnent avec vous. Ce n'est pas juste j'ai le choix de contrôler mes pensées parce que voilà, non. Ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, nos croyances, on dit souvent, changez vos croyances et tout ira bien par la volonté. Vous êtes l'auteur de vous-même. Non. C'est beaucoup plus compliqué. On est un système qui est très en lien, en interaction avec l'environnement, avec nos sensations internes, avec nos émotions, avec les uns et les autres. Et on ne peut pas changer nos croyances comme ça, ping, parce que j'ai décidé de changer de croyance, point barre. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des fausses idées, ce sont des idées qu'on appelle sur le réductionnisme. Avec ces histoires de cerveau gauche, cerveau droit, ça n'existe pas. Enfin, il y a tout un tas de fausses pensées, de fausses croyances que les neurosciences aujourd'hui arrivent à reconnaître, enfin, à aller à l'inverse de ce qu'on a toujours cru. Je continue sur ces idées du bonheur, puis après, je vous laisserai la parole. Est-ce que le bonheur, c'est d'exprimer qui on est? Parce que très souvent, on dit le bonheur, c'est d'affirmer ma singularité, de savoir que je suis quelqu'un d'unique, avec mes valeurs, mes goûts, mes talents, etc., et d'offrir au monde ce que j'ai d'unique. On dit souvent que c'est ça le bonheur. Vous réfléchirez, est-ce que c'est vrai pour vous?
On appelle ça quelqu'un d'aligné. D'accord? Donc, au lieu de vouloir toujours, dans l'histoire d'amour, que l'autre nous comble, on est plutôt ici dans quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui fait que moi, c'est moi, et qu'est-ce que j'ai à offrir au monde de cette singularité. Voilà. En général, ça marche assez bien, parce que moi, pour le vivre, c'est sûr que c'est mieux que de se fondre dans une histoire où on espère que l'autre nous comble. Est-ce que le bonheur, c'est d'être beaucoup plus connecté au présent? Ça aussi, c'est une question très à la mode aujourd'hui, avec la pleine conscience, avec tout ce qui nous vient des philosophies orientales, la méditation, etc. Réfléchissez. Je pense que pour moi, pour ma part, oui, c'est vrai. Plus on est dans le réel, plus on est dans le présent. En tout cas, plus on met notre attention sur le présent, plutôt que de mettre notre attention sur des imaginaires qui ne sont pas là. Parce qu'on se prend moins le chou, en fait. On revient à ce qui existe ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant qui me ferait du bien, plutôt que, je ne sais pas quoi, de délirer sur est-ce que l'autre, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi mon copain n'est pas là, pourquoi il ne me répond pas, il devrait me répondre. Et demain, qu'est-ce que je vais devenir, et s'il ne me répond pas, bon, enfin bref, tous ces trucs-là. Voilà. Autre réponse aussi, c'est quoi le bonheur? J'avais trouvé ça intéressant. C'était plus on va vers nous à l'intérieur, moins on cherche quelqu'un à l'extérieur qui nous remplisse et qui nous comble. Plus on se rend compte qu'on est connecté à quelque chose qui nous dépasse d'ailleurs, quand on va à l'intérieur, c'est un choix, hein, c'est un engagement d'aller vers l'intérieur plutôt que d'aller vers le monde extérieur. Vers le monde extérieur, d'attraper une histoire d'amour, une famille, des parents sympas, une super maison, enfin tout ce qu'on veut. À un moment donné, on arrête ce truc et on va plutôt à l'intérieur. On passe du temps à l'intérieur et là, on découvre un monde beaucoup plus vaste qu'on l'imagine, mais c'est courageux d'aller vers l'intérieur plutôt que d'aller vers l'extérieur. Donc on se dénombrilise aussi. Ça peut être aussi, ce que disent les stoïciens, hein, le bonheur, c'est aussi s'entraîner à bouger, hein, le mouvement c'est la vie, à être mieux, à vivre dans chaque action, à être pleinement là dans chaque action. C'est vrai que c'est, ceux qui prennent soin de leur corps, de leur alimentation, qui font du sport, qui prennent soin d'eux, de leur apparence, etc., c'est sûr qu'ils mettent les conditions pour aller bien. Ceux qui ne font pas, ils mettent pas les, c'est ce que disaient les stoïciens, ils ne mettent pas les conditions pour aller bien. Hein. Donc après, ils ont une énergie ratatinée et ils se prennent la tête dans les passions tristes. C'est pas surprenant. Hein. Bon, la discipline, c'est quand même... l'autodiscipline, c'est quand même pas mal. Il y a aussi, moi je trouve que j'avais entendu, que j'avais trouvé ça pas mal, c'est quelle est ma manière de relativiser les problèmes. C'est un truc que je sais faire, c'est de dédramatiser. Alors quand je suis en période de débordement, je ne dédramatise rien du tout. Hein. Personne ne dédramatise, quand vous êtes débordé, vous êtes débordé. Hein. Donc on n'a pas la capacité, c'est une compétence de relativiser. Ça, on l'a quand on va à peu près bien, quand on est à peu près stable. Profitez-en quand vous n'êtes pas débordé de manière émotionnelle ou dans des épreuves ou dans des grosses galères, quand vous êtes à peu près stable, pour relativiser, dédramatiser, prendre du recul, etc., analyser, traiter les infos. Quand vous êtes noyé, coulé, asphyxié, vous n'allez rien dédramatiser du tout, c'est pas possible. Vous n'avez pas la main en fait, hein, on n'a pas le contrôle sur tout. Okay. Donc, mais profitez-en quand même, hein, développez cette notion de dédramatisation qui est qu'est-ce que je surdimensionne, hein, qu'est-ce que surdimensionne. Par exemple, je surdimensionne la valeur du couple, voilà, ou de la famille, ou de faire un enfant. Voilà, si j'en avais une cette semaine. Si je ne fais pas d'enfant, de troisième enfant, alors ma vie est complètement ratée, il faut que je fasse un troisième enfant avec un homme jeune. Là, j'ai épousé un mec vieux, il me faut un troisième enfant, il me faut un jeune et un jeune. Bon, t'es parti là-dessus. Mais c'était complètement obsessif, ça ne fermait plus l'œil de la nuit, enfin, c'était son truc, quoi, tripait là-dessus. Bon, pourquoi pas. C'est respectable. Après, c'est juste, dans des périodes, là, elle était complètement noyée, elle ne pouvait rien dédramatiser du tout, hein, c'est impossible. Mais après, quand je lui ai proposé un peu plus stable, est-ce que je peux voir qu'est-ce que je surdimensionne? Ici, c'était, si je ne fais pas de troisième enfant, alors je rate ma vie. J'aurais raté ma vie parce que mes enfants seront uniques, j'aurais fait qu'un enfant, l'autre il est je sais pas quoi, enfin c'est pas du même père, enfin toute une histoire. Donc elle avait des tas de croyances autour de je rate ma vie si je ne fais pas avant 40 ans ce troisième enfant, enfin bon, bref. Voilà. À mon avis c'était quelque chose d'excessif. Mais quand on croit à un truc et qu'on croit que c'est vraiment vrai,
pourquoi pas, c'est respectable, mais elle était sûre que c'était vrai. Donc elle n'allait pas lâcher le morceau comme ça. D'accord ? C'est juste qu'elle n'avait pas les moyens. Quand on est débordé, on n'a pas les moyens, on n'a pas de recul. Hein. On est sûr, oui, c'est vrai. C'est sûr, quand je vais mourir, j'aurai des regrets. Et alors, ça va être dramatique. À ma mort, je saurai que je n'aurais pas fait ce troisième enfant. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Bon. J'avais rien à faire. Je ne pouvais pas la faire raisonner là-dessus, ça ne marchait pas. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ces histoires de bonheur et d'interprétation de la réalité. Évidemment, on l'interprète. Là, c'est une interprétation. Je vais rater ma vie si je ne fais pas d'enfant. Je vais rater ma vie. Je vais finir seule et j'aurais raté ma vie. J'aurais pas fait le couple de ma vie. J'aurais raté ma vie. J'aurais pas la sexualité que je veux. Je vais rater ma vie. Enfin, voilà, toujours, on va tout rater, quoi. Donc, c'est toujours des interprétations. C'est pour ça que la prochaine conf, c'est est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on rate une vie. Et ceux qui méditent, ils ont l'habitude de travailler là-dessus, c'est-à-dire de se prendre moins les pieds là-dedans, réussir, rater, rater, réussir, parce que c'est très mental et le mental devient très tyrannique, parce qu'il nous balade en fait. Et à nous balader comme ça, on y croit tellement que du coup on se met en prison. Ouais, tu peux lui passer le micro. Il est là, vas-y. Ça relève pas peut-être justement du stoïcisme? De quoi? Vas-y. Le fait de vouloir un troisième enfant, de la volonté en fait. Ah bah si, elle était complètement dans son truc volontariste, hein, mais tout à fait. En plus, elle, c'était un dilemme, parce que si tu veux, elle avait épousé un mec de 10-15 ans, je sais pas, de plus, qui lui apportait de la sécurité, dans cet exemple. Hein. Mais par contre, il ne pouvait pas faire un troisième enfant, d'accord? Et le temps passant, elle approchait de sa quarantaine, 41e, je ne sais pas quoi, bon, donc elle ne pouvait plus trop être féconde. Elle se disait, mais il faut que je le largue. Donc elle le trompe, et elle lui dit, je te trompe parce que je veux un mec jeune. Il me faut une histoire avec un mec jeune pour pouvoir faire un autre enfant. Parce que toi, tu ne peux pas y arriver. Et donc, du coup, lui, il n'en pouvait plus, mais lui, il était dépendant. Il n'arrivait pas à décrocher. Il la lâche, et puis il retourne, il la lâche, il retourne, il ne veut pas la perdre. Bon, voilà, donc lui, c'est son problème, hein, c'est sa responsabilité de s'accrocher derrière une nana qui n'arrête pas de le tromper pour le troisième enfant avec un mec plus jeune. Enfin, c'est toujours des histoires invraisemblables. Hein. Mais j'en ai des tonnes, j'ai que ça toute la journée. Donc, mais ça paraît comme ça un peu ridicule. Mais elle, oui, elle était dans ce dilemme en disant, c'est très grave. Si je ne pars pas sur une histoire avec un mec jeune, je ne peux pas renoncer. Volontairement, je veux ça. Et donc, je fous le bordel dans mon couple avec ce mec vieux parce que lui, je le saoule et je l'insécurise tout le temps. Bah oui, pour être insécurisé, il est insécurisé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, enfin, chacun a sa responsabilité, comme je lui ai dit. Mais bon, néanmoins, je lui disais, mais même en partant avec un mec jeune, tu n'as pas de garantie que tu fasses un troisième enfant et qu'en plus, que tu restes avec ce mec jeune et ce couple fonctionne. Parce qu'elle me dit, en plus, il faut que le couple marche. Je dis, mais d'accord, mais... garantie, tu vois. Hop, estampillé, garantie, et tu te prends un mec jeune et en plus ça va marcher. Donc c'est des trucs, mais c'est vraiment, c'est tout sauf l'impermanence, quoi. Donc à un moment donné, ce sur quoi je mets mon attention, cette idée que je me fais pour elle, qui est je vais être heureuse, j'aurai pas de regrets, si et seulement si je fais cet enfant avec un homme jeune et que j'ai un couple et que, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que en plus, elle se prend tellement la tête, je vous dis, elle ne pouvait plus dormir, elle ne pouvait plus bouffer, enfin bon, elle ne bossait plus, elle était complètement HS, elle était asphyxiée en fait, dans ce truc de qu'est-ce que je choisis, est-ce que je fais un bon choix, un mauvais choix, un bon choix, un mauvais choix, toute la journée, un bon choix, un mauvais choix. Donc c'est la tempête et la noyade. Mais ça, là, je vous donne un exemple extrême, mais les gens qui font le bon choix, le mauvais choix, le bon choix, le mauvais choix, j'en ai des tonnes comme ça. Hein. Et qui se baladent là-dedans, et en se racontant des trucs. Alors, ils ne sont pas du tout présents. Hein. C'est vraiment ils ne sont pas du tout dans le contact avec la réalité, pour le coup. Hein. Ils ne sont pas du tout en train de s'intéresser à eux. Ils sont dans des histoires d'imaginaire que si j'ai ça, ça va aller. Si j'ai pas ça, ça va aller. Mais ils n'avancent pas, en fait, sur l'échiquier. Ils n'avancent pas d'une case. Hein. Ils sont coincés complets. Donc ça, c'est très mental. Et notre cerveau résout des problèmes. Donc ça fait des problèmes et des problèmes conséquents avec des conflits intérieurs, avec la croyance que si je fais le bon choix, je serai heureuse, si je fais le mauvais choix, je serai malheureuse. Mais à un moment donné, tu n'avances plus avec ces histoires de bon choix et de mauvais choix. Donc ce que je propose souvent, c'est tu avances d'une case et après tu vois. De toute façon, la meilleure manière de se récupérer, c'est d'aller vers soi. Vous avez compris que c'est le calme et la tranquillité, le chemin intérieur
qui mène à Rome. C'est pas de s'exciter sur les objets extérieurs. Mais bon, c'est gentil de dire ça. La plupart, ils n'ont pas envie de faire ce chemin parce que c'est un peu plus compliqué que de vouloir le troisième enfant, le troisième homme, le quatrième. Bon. Voilà. Ouais, je crois que j'avais dit à peu près l'essentiel. J'avais aussi noté la réaction de Thomas d'Ezenbourg, que j'aime bien aussi, qui rejoignait des enseignements spirituels, qui disait oui, on est multipart. On a, ce que je viens de dire, on a des parts. Une part qui veut ça, l'autre part qui veut ça, l'autre part qui veut ça. Enfin, on est multipart et on est dispersé dans toutes nos parts. Et en fait, on n'est jamais vraiment au centre de nous-mêmes. Et c'est au centre qu'on trouve notre axe, en fait, c'est ce que je venais de dire, c'est immobile. C'est l'endroit où ça ne bouge pas, c'est mobile, c'est au centre de l'être. C'est dans le silence, en fait. C'est quand on se pose en soi qu'on découvre ce centre. Et ce n'est pas la périphérie où on est agité par des tas de pensées, où ça tourne à toute vitesse, où les événements changent sans arrêt, où on veut ça, puis après on veut ça, puis après on a ça, puis on est encombré par ça, et puis voilà. Donc ça, c'est la périphérie, mais ce n'est pas le centre. Et c'est vrai que plus on s'attache à des biens matériels, plus on s'attache à des idées qu'on se fait, à des biens, même des biens matériels, mais pas que des biens matériels. On peut vouloir des objets d'amour, c'est pareil. Plus on s'attache à ça, au moins on trouve le centre, en fait. Plus on s'éloigne du centre. Et je pense que ça peut être important de ne pas oublier cette affaire-là, qui est courageuse, parce que c'est une direction qui est courageuse. Faut avoir envie d'y aller. Mais en même temps, je pense qu'il mène quand même, enfin par expérience, qui mène quand même à une certaine tranquillité intérieure. Et quand la tranquillité et la sécurité et la stabilité du système nerveux physiologiquement, c'est ça, hein, ça amène vers la stabilité du système nerveux, il y a une joie, une légèreté d'être, une joie de vivre qui apparaît, qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures, qui est plus de sentir cette vitalité qui apparaît parce que justement, on est plus en contact avec ce centre et on s'agite moins et on se disperse moins sur des tas de trucs qui servent à rien en fait. Voilà. Il est prouvé d'ailleurs hein, que les gens excessifs qui s'attachent beaucoup à des biens matériels, au pouvoir, à l'argent, à l'amour, à la gloire, à la beauté, au sexe et machin, finalement, ils s'agitent tellement là-dedans qu'ils ne sont pas très heureux. Parce que c'est excessif, c'est excessif en fait. Donc ils ne trouvent pas cet équilibre que préconisent notamment les épicuriens, je trouve. Et du coup, il n'y a pas cette vitalité, cette joie d'être, cette joie de vivre n'apparaît plus. Ils sont tellement encombrés de problèmes à résoudre dans tous les sens que finalement, la vitalité, elle fait ça fuit. Voilà. Et sur les exercices de réflexion personnelle, hein, je vous en ai donné un. Là, c'est quoi le bonheur pour vous ? Et puis, j'avais aussi l'idée de vous faire réfléchir sur sur votre vision du bonheur, qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce qui ne dépend pas de vous. Puisqu'on était sur cette remarque d'Épictète qui disait agir sur ce qui dépend de moi. Et sur votre vie amoureuse, de repasser le film, par exemple, de vos premiers amours, les premières histoires, ou la première histoire, et puis de regarder ce sur quoi vous n'avez pas eu le contrôle, par exemple. Parce que très souvent, les premières histoires, on n'a pas toujours le contrôle sur tout ce qu'on aurait aimé trouver. Et ça peut être intéressant de voir l'impact des premières histoires sur votre vie amoureuse aujourd'hui. Vous pouvez le faire sur votre vie sexuelle, c'est pareil. Il y a des traces de ces premières histoires. Et souvent, dans ces premières histoires, ce que j'ai remarqué, c'est que vous n'avez pas vraiment le contrôle. Et l'endroit où on n'a pas le contrôle, on va répéter. C'est-à-dire, on va tenter de guérir, de trouver des partenaires, et on va avoir l'espoir qu'avec lui, ça va marcher, qu'on ne va pas se faire, par exemple, moi, dans mon exemple, je prends la mienne, mais il y en a plein d'autres. Moi, mon premier amoureux, lui, il était tombé amoureux très peu de temps après moi de ma meilleure amie. Il était parti sur ma meilleure amie, par exemple, d'accord ? Donc, je n'avais pas eu le contrôle. C'est l'histoire de la blessure du rejet, hein. Et donc, du coup, la suite de ça, c'est que je tombais toujours sur des mecs qui, ensuite, cherchaient toujours des histoires avec, pas mes copines, mais avec d'autres nanas, d'accord ? Bon, ça se rejouait, en fait.
Et la répétition, c'était d'espérer que cette fois, même s'il il désirait une autre, il me choisisse moi. Bon, c'était la répétition scénarique de cette première histoire. Donc ce qui est intéressant d'examiner, c'est la première histoire, là où j'ai pas eu le contrôle, de voir qu'est-ce qui se rejoue sans cesse, ça peut se rejouer à l'infini, et de voir derrière comment je peux agir sur ce qui dépend de moi, ici d'arrêter de prendre des mecs qui cherchent toujours une autre nana à côté, parce que ça dépend de moi, et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, d'accord? Donc de faire ce travail, cet examen, hein, au vu de qu'est-ce qui se rejoue pour vous, soit qui se rejoue indéfiniment, soit qui a été tellement génial, ça peut être au contraire, votre première histoire a été tellement topissime, que vous essayez toujours de retrouver la même chose, et sachant que vous ne retrouverez jamais la même chose, puisque rien n'est parfait en ce bas monde. D'accord? Donc c'est intéressant de vous faire des réflexions en lien avec votre vie amoureuse et ce qui dépend de vous, et ce qui pourrait faire que vous auriez plus de marge de manœuvre en agissant sur ce qui dépend vraiment de vous, plutôt que sur ce dont vous n'avez pas le contrôle. Ok? Donc mettre un peu plus de clarté en fait sur ce qui se rejoue sans cesse. En général, on répète sans arrêt des tas de trucs. Hein. Bon. Voilà, donc je vous ai laissé des exos pour que vous soyez un peu plus au clair sur cette question d'agir sur ce qui dépend de vous. Voilà, voilà. Alors, moi, je cause beaucoup, donc évidemment, ça fait presque... Alors, je vous laisse un temps pour les questions, les commentaires, les témoignages, ce que vous voulez. 1h15, ça va, on a encore un quart d'heure. Alors, qui c'est qui a des questions ou qui pratique aussi les enseignements stoïciens, épicuriens, ou des pratiques de sagesse ancienne, ou je sais pas. Ouais, vas-y. T'as le micro? Ah, pardon. Vas-y. Il y avait une question par là, non? Non, vas-y. Hein. Oui, c'est un peu aussi comme Monsieur Jourdain là, de Molière. Souvent, on fait des choses épicuriennes sans le savoir. C'est-à-dire épicurienne ou stoïcienne d'ailleurs, hein, de la danse, du sport, des activités en groupe, des randonnées. Oui, alors ça, c'est pas forcément... ce qu'ils vont plutôt te dire, c'est ça, la discipline, c'est-à-dire de maintenir, si tu le fais une fois de temps en temps, non, mais c'est vraiment par ta volonté, ça c'est stoïcien, de refaire et refaire et refaire pour en avoir le bénéfice. Parce que très souvent, ça peut être vécu comme un effort. C'est un effort d'aller faire de la rando ou faire de la gym tous les jours, par exemple. D'accord ? Il y en a qui disent je m'inscris au club de gym, enfin j'y vais 3 fois dans l'année. Bon, ou j'y vais une fois dans la semaine. D'accord ? Ça ne va pas faire grand-chose. Donc ce qui est payant, c'est la discipline. C'est le bénéfice que tu en tires, c'est cette routine, cette régularité, etc. Donc eux, les stoïciens, c'est sans la paresse. Tu enlèves la paresse. C'est pas juste une fois, tu vas t'éclater. Non, c'est vraiment. Alors si c'est la médite, c'est la médite. Si c'est le sport, c'est le sport. Mais c'est vraiment des habitudes qui fait que tu vas mettre ça en place. Donc, épicurisme et stoïcisme, parce que le stoïcisme, si on a une volonté de discipline, ouais. Ça peut justement rogner sur l'épicurisme. Oui, c'est ça. Oui, eux, ils étaient beaucoup plus volontaristes quand même. Hein. Ils étaient moins orientés sur le plaisir que chez Épicure. Eux, c'était vraiment par le courage, par ta persévérance, par ta volonté, tu peux contrôler. Et en contrôlant, tu iras bien. Tu vas maîtriser toutes tes passions, toutes tes émotions. Tu vois et la passion, ici, c'est la paresse. Si je suis paresseux, le matin, je vais me dire, oh là là, faut y aller, il pleut, j'ai pas envie d'y aller. Bon, allez, j'y vais pas. Hop, on va faire autre chose. Alors que, bon, bah voilà, non, quand tu sais que tu vas, tu vas pas te demander, il fait beau, il fait pas beau. Tu vas parce que tu sais que ça te fait du bien, puis tu vas point barre, quoi. C'est ça la fameuse discipline. Où à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, et là mais c'est quand même quelque chose de mesuré, si tu veux. C'est pas orienté chez les stoïciens, c'est pas orienté sur le plaisir, c'est qu'il y a un bénéfice. Par exemple, si tu prends le sport, il y a un bénéfice à te mettre en mouvement.
Il y a un bénéfice parce que c'est une hygiène de vie, parce que ça va te faire du bien, parce qu'effectivement, tu te crées une chimie des endorphines, qu'après, tu as de l'énergie, et que si tu as de l'énergie, tu es plus productif. Enfin voilà, je vous donne des exemples parce que ça, je connais bien, et que ça marche en fait. C'est pas juste une idée qui passe par là, c'est parce que ça marche. Si tu te mets une discipline et que tu fais les choses et que tu n'attends pas, tu procrastines pas, bah, tu te prends moins la tête avec des trucs qui sont à faire et qui ne seront jamais faits et que tu te dis, oh, j'ai encore pas fait, oh là 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 là. Donc c'est vrai que les gens qui sont un peu disciplinés, bah, ils se prennent moins le chou quand même. Ils évacuent, ils se libèrent la tête, quoi. Et puis, voilà, de nouveau, il y a une hygiène de vie qui apparaît, tu te sens mieux, tu es plus équilibré, esprit, corps, mental, enfin tout ça, ça interagit. Donc, c'est vrai que ça marche. Après, alors c'est gentil à dire, mais moi j'y arrive très bien parce que c'est facile pour moi, mais ça a toujours été facile pour moi. J'ai l'impression que je suis née avec ces mémoires de philosophe, quoi. Il y en a d'autres, ils se disent, ah bah, je m'inscris au club de gym et je vais y aller 3 fois par an. Je vais te dire, ils ne vont pas y aller parce qu'ils n'ont pas, cette persévérance, en fait. Et le problème, pourquoi ils ne l'ont pas? Mais parce que ce n'est pas de leur faute, en fait. Moi, je ne vais pas leur dire, eh, vous êtes nuls, pourquoi vous ne faites pas comme moi? S'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils ont des raisons de ne pas y arriver. C'est parce que soit ils n'ont pas eu de modèle de sport, soit parce que bah, ils sont convaincus que soit il y a des fuites d'énergie et ils n'ont pas la possibilité d'être dans la discipline. D'accord? Il faut examiner pourquoi la personne n'arrive pas à se maintenir par la volonté dans ce qu'elle a décidé qui est bon pour elle. C'est comme pour les régimes, c'est comme pour arrêter de fumer. Pourquoi je ne me maintiens pas? Il y a des raisons en fait. Hein. Et les raisons, souvent, elles ne sont pas volontaires. Par exemple, je veux arrêter, je veux faire un régime, j'arrive pas à faire. Je veux arrêter le sucre, j'arrive pas. Bon, ça c'est un bon exemple. Ben oui, mais si les histoires de manger trop de sucre, par exemple, c'est parce que c'est une manière de soulager la tension. C'est-à-dire, ça m'apaise. Mais si on ne travaille pas sur la gestion du stress, ça ne va pas marcher. Donc, s'il y a trop de stress, la discipline ne va pas marcher. Elle ne peut pas arrêter. Donc, il faut travailler sur la gestion du stress. Ce pourquoi la personne, elle se met en stress comme ça. Et ensuite, la conséquence, c'est je vais manger du sucre. Je vais grignoter, je vais manger toutes les 5 minutes. OK, on travaille sur le stress. Et le symptôme, après, il s'allège. Donc, mais il faut examiner l'ensemble de la globalité. On ne peut pas dire, oui, alors, tu manques de discipline, arrête de bouffer du sucre, ça ira tout de suite mieux. Ben, c'est vrai, mais ça dépend pour qui. Vous voyez ? Moi, on faut travailler avec la globalité de la personne, avec toute son histoire, son environnement, ce pourquoi elle en arrive à être comme ça. Ouais. D'autres questions, témoignages, commentaires? Comment ça résonne pour vous? Une question que je pourrais vous poser, c'est comment vous vous appropriez ces concepts, ces principes? Est-ce que vous arrivez à vous les approprier ou c'est très éloigné? C'est des principes de sagesse antique. Hein. Moi, je trouve que ça peut... en fait, voilà, ça peut être présent dans votre vie où vous êtes carrément à 100 000 lieues de tout ça, quoi. Moi, je me reconnais. Pardon. Depuis que je t'écoute parler tout à l'heure entre le stoïcisme et l'épicurisme, en fait, j'arrête pas de faire un parallèle entre le yin et le yang. Ouais. Le yin plutôt superficiel, plutôt dans l'attente d'eux, et le yang qui se met dans la matière, qui se met en route. Voilà. Est-ce que ça serait pas tout simplement un manque d'équilibre entre les deux qui fait que soit on est trop d'un côté, soit on est trop de l'autre? Oui, tu as fait un croisement intéressant, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça, mais après, on ne va pas dire des trucs faux, parce que les épicuriens, ils étaient quand même dans une vie modérée, tu vois. Donc il y avait quand même la modération, il y a quand même des règles. On ne fait pas n'importe quoi, on est sans excès. Rappelle-toi, ce qui est nécessaire, on s'éloigne des plaisirs non utiles et non nécessaires, je ne sais plus, il y a un truc comme ça. On prend vraiment le strict minimum et on se fait du bien, on ne mange pas des trucs excessifs. Voilà, c'est très modéré quand même, tu vois. Donc, il y avait une forme d'austérité quand même, mais c'était probablement moins rigide que chez Marc Aurèle, Épictète, etc. N'oublie pas, Marc Aurèle, hein, c'était je n'ai pas le choix. Je ne peux pas m'amuser, je ne peux pas être dans la fantaisie, dans mon côté créatif et artistique, je n'ai pas le choix. Hein. Il faut que je sois au contrôle, là, donc voilà. Donc c'était assez yang, ma foi. Je pense que les principes de justice, de courage, de loyauté, de tout ça, c'est quand même assez yang. Ça donne la structure.
Ça a du bon, effectivement, le côté yang, comme tu dis, pour moi, ça donne la structure, ça donne la règle, ça donne... voilà. Et la structure, ça a du bon. Mais je trouve ça intéressant, ta manière de voir les choses, parce qu'effectivement, quand il y a trop de structure, ça donne de la rigidité. Et quand il n'y en a pas assez, alors là, ça part dans le flottement, dans la confusion, dans le « je suis perché » et je ne suis pas sur Terre. Il n'y a pas de rationalité et ça part dans la dispersion et le chaos, hein, quand même. On l'a vu avec les idéalistes. Et puis, quand il y a trop, de yin, c'est tellement flou. Allons, on verra demain. Tout est possible, sont possibles. On verra, qui vivra verra. Oh, bah, aujourd'hui, j'ai plus envie, j'y vais pas. Oh, bah, là, j'ai envie, j'y vais. Oh, bah, pourquoi pas. Enfin, bon, tu vois, ça flotte, quoi. Et donc, un excès de flottement. Alors, il y a de l'accueil et de la réceptivité, et puis, pourquoi pas, de l'instant présent. Mais, tu vois, c'est toujours, effectivement, les excès qui nuisent. Je ne pense pas que les épicuristes, c'était quand même... je pense qu'ils étaient quand même assez... c'était cadré, tu vois. On discutait surtout entre amis. Il y avait l'idée de vivre en amitié. C'est très important. On allait discuter, échanger, mais dans un groupe d'amis, voilà, comme on fait aujourd'hui, on va débattre de principes de sagesse entre nous et profiter de l'amicalité. Donc on était quand même dans l'amour filia. Voilà, pour échanger entre nous. Ce que je trouve chouette, moi, de pouvoir développer l'amicalité plutôt que de s'agiter sur les passions, en fait. Voilà. Donc on pourrait dire que les épicuriens avaient plutôt équilibré leur yin et leur yang. Enfin bon, on pourrait dire ça. Après, je ne vais peut-être pas m'aventurer ni toi non plus, mais voilà, on pouvait débattre. Je ne suis pas non plus une spécialiste de la question, hein. Mais j'avais trouvé intéressant l'entretien du chercheur au CNRS là, qui avait débattu justement sur l'histoire de Marc Aurèle et qui disait oui mais enfin c'est un peu dans le contrôle et du coup on se veut tellement parfait que la maîtrise émotionnelle c'est bien mais enfin bon qui est capable de pouvoir faire ça quoi. Plus on veut être parfait, moins on y arrive, plus on lutte contre soi, moins on y arrive. Comme dit Fabrice Midval, foutez-vous la paix à un moment donné, tu vois. On ne peut pas se taper dessus en mode je vais y arriver, je retrousse nos manches. Des fois, c'est pas possible, quoi. Il y a des moments oui, puis il y a des moments non. Donc, c'était... C'est pour ça que l'engouement de la philosophie stoïcienne, il y a quand même un engouement énorme. Hein. Bah, c'est sympa, hein, mais bon, se respecter, tous ces trucs de contrôle, des fois c'est très nombriliste en fait, c'est très centré sur ma pomme, hein, moi, je suis l'auteur de ma vie. On ne prend pas du tout en compte l'environnement par exemple. Et par exemple, si je vais débattre sur le management, par exemple, si tu parles en entreprise, on dit aux salariés, mais voilà, ça dépend que de toi, tu es l'auteur de ta vie, utilise la technique machin, fais de la méditation, gère ton stress, tu vas tu vas aller bien. Oui, sauf que s'il reste dans un environnement managérial qui est pas terrible, ou qui se fait harceler par un collègue ou je sais pas quoi, c'est bien gentil, mais ou qu'il n'est pas en accord avec ses valeurs, par exemple. Qu'est-ce qui dépend que de moi? C'est si tu veux, des discours faux, quoi. Ça falsifie, ça méconnaît le pouvoir de la collectivité, des influences managériales, enfin, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi dans ces cas-là, et qui sont incontrôlables, et qui ne sont pas vues. Donc ce truc de, oui, applique tes principes stoïciens, tout ira bien pour toi, tu es l'auteur de ta vie. Ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça peut être dommageable, quoi. Parce que à se prendre pour le responsable de sa vie, si tu veux, à se dire c'est grâce à moi que je peux changer, grâce à mes principes, si je veux, je peux. Ouais, enfin des fois, tu veux, tu n'y arrives pas du tout. Donc tu fais quoi? Tu vois, tu peux vraiment... c'est de la toute-puissance à un moment donné. C'est malsain la toute-puissance. Hein.
C'est pour ça que tous ces principes sont à utiliser avec modération. C'est-à-dire, je m'approprie, par exemple, vous écoutez cette conférence, vous appropriez ce qui résonne le plus et vous laissez tomber ce qui ne vous parle pas. Tu vois, faites vôtre ce que vous écoutez à droite à gauche, par moi, par les autres, par tout ce que vous écoutez d'intéressant. Mais récupérez pas tout ça à la lettre, parce que rien n'est parfait et que moi je peux dire ça et puis ça vous parle pas. Et puis c'est pas grave. Vous trouvez votre vérité intérieure en fait. Il y a pas un truc qui marche miraculeusement pour tout le monde et hop, vous n'êtes pas des numéros et des moutons non plus. Heureusement. Ouais, vas-y, fais-lui passer le micro. Oui. Alors moi j'avais une question à propos de l'autodiscipline. En général, quand on se l'applique à soi-même et qu'on est dans un groupe pourvu de gens qui n'en ont pas, ces personnes vont avoir tendance à, par exemple, je sais pas, si on dit je sors, je bois pas ce soir, et on est dans un groupe, il y en a qui boivent, ont tendance à dire non, là c'est juste un verre, ou par exemple pour un gâteau sucré, c'est non, c'est juste un gâteau, là c'est une part. La question c'est qu'est-ce que ça révèle, pourquoi est-ce qu'ils ont ce comportement? Et comment un petit peu rester dans son autodiscipline et rester centré sur ce qu'on veut faire. Ouais, le collectif se déresponsabilise, si tu veux. Quand tu es en collectif, il y a une norme du collectif. Si ce collectif dans lequel tu es, c'est un collectif qui a plutôt tendance à boire pendant les fiestas, si tu es avec des sportifs haut niveau, ils vont dire on va pas boire. Hein. Mais si tu es branché avec des gens lambda, et pour eux la norme, c'est de boire quand tu fais une fête. En plus, on est en France, hein, donc tu n'es pas dans une culture où, chez les Indiens, je ne sais pas où, on ne boit jamais. Donc, voilà. Donc, il y a une norme collective, et la norme collective l'emporte. Et le problème, c'est que dans le collectif, il y a toujours une déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'on veut, pour ne pas être exclu, il y a une tendance à faire comme. Tu vois, besoin d'appartenir au groupe, tu te dis, ah mince, si tout le monde fait ça, moi, il faut que je fasse pareil qu'eux. Ça, c'est la première tendance automatique qui est de me joindre pour faire bonne figure ou pour ne pas être exclu, etc. Donc, il faut lutter contre ça, parce que si ce n'est pas, c'est pas une de tes valeurs, si pour toi, moi c'est mon cas, hein, je n'ai pas besoin de boire, je ne bois jamais, je ne vois pas du tout l'intérêt de boire parce que les autres boivent. Tout ça pour être désinhibé, pour faire comme les autres, pour faire gna gna gna. Bon, why not? Si tu as envie, mais tu n'es pas obligé de fondre dans la masse tout ça pour appartenir parce que tu as peur d'être différent. On va te faire des remarques, peut-être qu'on te fera des remarques, souvent on me fait des remarques d'ailleurs, on me dit oh là là, t'es pas rigolote. Je suis 10 fois plus rigolote qu'eux d'ailleurs, beaucoup plus désinhibée en réalité, mais peu importe. Donc ça veut dire que tu peux te faire stigmatiser hein, si tu ne fais pas comme. En quoi c'est un problème? Si tu ne dépends pas du regard des autres. Si pour toi, c'est OK de ne pas boire, ou si c'est OK, moi j'ai aussi ne pas boire, et 2, dans ce côté discipline, je ne me couche pas tard. Bon, pas mon truc, parce que je sais que le matin, je suis en forme si je me couche tôt. Ce qui marche à moi, ne marche pas aux autres, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je dis, quand ils me disent « Ah, mais tu devrais rester 1 heure de plus, 2 heures de plus, c'est pas sympa, et reste encore, et reste... » Eh ben non, au revoir. C'est ma limite. Donc, c'est important de savoir prendre soin de soi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Ça me concerne, si tu veux. Après, si l'ensemble du groupe, ou quelques amis du groupe t'en veulent ou ne t'invitent pas, en fait, ce n'est pas tellement un problème. Parce que ce qui est le plus important, c'est d'être en contact avec ce qui est bon pour toi. Tu vois, ça, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, je te rappelle chez Épicure, les plaisirs modérés, parce que ça te donne un certain équilibre, une certaine hygiène de vie. Et puis, est-ce que tu seras plus heureux à traîner 3 heures de plus jusqu'à 1 heure du matin, 3 heures du matin dans cette fiesta? Est-ce que ça va aller mieux? Qu'est-ce qui va se passer de plus, quoi? En quoi c'est si essentiel que ça de faire comme tout le monde, tu vois? Voilà. Mais ça, c'est un cheminement. C'est aussi apprendre à prendre soin de soi, plutôt que de vouloir faire comme pour être aimable, pour appartenir au groupe. Voilà.
C'est oser se différencier, hein, et oser risquer le regard des autres, oser les remarques désobligeantes. Et alors? Et And poser, so what? poser ses limites, quoi. Hein? Une question de limite aussi, de poser ses limites. Ben, c'est poser tes limites, ouais, mais poser tes limites, c'est arrêter d'avoir peur de ce que pensent les autres, et puis te dire, voilà, si c'est bon pour moi, ben, c'est pas grave. C'est s'exposer au regard critique des autres. Après, les gens, ils s'en foutent. En réalité, je vais te dire, quand ils me voient partir, ben, ils me voient partir. Moi, ils continuent leur vie, hein, ils n'ont pas besoin de moi, hein, personne n'est indispensable. Donc, je ne me fais pas de film, en fait. Moi, je n'ai pas d'imaginaire sur, ah oui, qu'est-ce qu'ils vont penser, peut-être, je ne dis rien du tout. Donc, j'ai pas ça. Donc, je me dis, bon, bah voilà, moi, ça me fait du bien, je m'en vais, je vous informe que je m'en vais. Puis c'est tout, puis après... c'est pas un souci, qu'est-ce qu'ils vont penser, pas penser. En général, ils sont tellement... Chacun est orienté sur sa pomme. Il ne faut pas oublier que chacun est sur soi. Donc, même s'ils font une remarque 30 secondes, ah oui, mais t'as vu, gna gna, bon, 30 secondes, ça dure. À la 31e seconde, et mon mec, où il est, est-ce que j'ai bien baisé, mal baisé, qu'est-ce que je vais devenir demain, est-ce que je vais finir seule, voilà, ça, c'est les questions. Donc, franchement, c'est pas la peine de s'affoler pour qu'est-ce que les autres pensent de moi, hein. Enfin, pas plus que ça. Hein. Voilà, pour répondre à cette histoire de collectif. Mais oui, le collectif, c'est très important. Il ne faut pas oublier que la peur d'être exclu, c'est quelque chose qui est profondément biologique. C'est la mort. C'est la mort. Oui, oui, bah oui, oui. On mourrait si on était exclu du groupe. Hein. Une dernière question? Ouais, vas-y. Vas-y. Pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, je trouve que le fait, justement, comme vous dites, de prendre soin de soi, je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression que c'est un peu un manque de lâcher prise, d'être toujours dans le contrôle de tout, de manger bien, de dormir tôt, de faire du sport tout le temps. Ça, je trouve ça presque un peu triste, quoi, en fait, d'avoir cette espèce de discipline perpétuelle, quoi, en fait, qui n'autorise aucun écart. Enfin, je parle pas... Alors, c'est le problème de la rigidité, c'est... tiens, c'est intéressant, ça. Aucun écart. C'est pas faux. Je suis en train de réfléchir en même temps. C'est ça qui me fait peur, en fait. C'est pas faux. Ouais, voilà. Autant prendre soin de soi, je suis d'accord, mais le fait d'être... voilà. C'est pas faux. En même temps, ça doit être en contact avec ton ressenti. Si, par exemple, je suis malade... Toi, je sais pas, j'ai une indigestion, je sais pas, je dis n'importe quoi. Bah, pas sûr que j'aille au sport ou j'en ferai peut-être moins. Tu vois. J'irai quand même parce que j'aime bien, ça me fait du bien quand même, tu vois. Parce qu'il y a un bénéfice à y aller. C'est pas genre c'est trop bien. Mais je vais réguler en fonction du ressenti, tu vois. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est pas adapté? Ça ne doit pas être complètement coupable rigide. de ne pas y aller, justement. Ah ben non, pas du tout, parce que c'est adapté en fonction de l'état interne. Mm. Tu vois, c'est parce que là, c'est plutôt mon parent nourricier qui va dire, enfin là, tu as une indigestion, ou là, tu es complètement, t'as pas dormi de la nuit, donc si tu te tapes 3 heures de je sais pas quoi, non, bah alors tu vas faire quelque chose de plus doux, tu vois, de plus adapté. Mais il y a quand même cette idée de... c'est programmé, c'est-à-dire quand même de faire ces efforts qui n'en sont pas au final, d'adopter cette routine sans que ce soit un effort. Ce n'est pas un effort. Il y a tellement de bénéfices qu'après, ce n'est pas un effort. Ce n'est pas vu comme un effort, en fait. C'est vu comme vraiment plaisant parce que ça te met beaucoup d'énergie dans le moteur. Donc, au lieu que ça fait fuir de l'énergie, même me coucher tôt, tout ça, ça ne me fait pas fuir de l'énergie, ça me stabilise. Et ça m'agrandit la joie de vivre. Puisque ça me met en stabilité, en sécurité, en liberté, donc en joie de vivre, en fait, en réalité. Donc, c'est ça le truc. Et il ne faut pas effectivement que ce soit ouais, mais c'est chiant, c'est pénible, c'est triste, c'est tellement routinier, c'est tellement contrôlé, c'est pas drôle. En fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Tu demandes pas le mauvais sport, à mon avis. Non, je pense pas, justement. Après, c'est tous les excès. Si je faisais du matin au soir, tu vois, les gens qui font des professions de sport, par exemple, et ben à un moment donné, tu finis par te blesser parce que c'est en excès, parce que c'est tous les excès qui nuisent. Ben, c'est ce que disaient les épicuriens. À un moment donné, c'est toujours un peu modéré. C'est adapté, c'est en fonction de tes possibles aussi, de ton corps, qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui ne te permet pas. C'est pas, tu fais pas n'importe quoi comme ça, juste parce que tu as un programme et c'est mental, tu vois.
ça doit être toujours en cohérence avec ce qui se passe en interne. Tu vois? Non, mais je pensais à ça surtout parce que maintenant on a tellement d'injonctions. Il faut faire du sport, il faut manger bien, Oui, il faut, tout à fait. voilà, il faut prendre soin de soi. Ben, c'est pas faux. Oui, Ça marche, mais de manière, tu vois, adaptée. En Ouais. étant en contact avec toi, avec ton vécu interne, ton ressenti, ce qui se passe dans l'instant présent, avec tes limites de ton corps, avec... voilà. Et sinon, ça ne marche pas. Et comme je l'ai dit pour l'alimentation, quand tu es addict à trop manger et que tu es hyperphagique, que je sais pas quoi, ça s'en va pas comme ça. On a beau te dire oui, alors en plus ça culpabilise. Mais pourquoi moi j'y arrive pas et que la voisine d'à côté elle y arrive? Bah oui, évidemment. Ça s'en va pas comme ça. Il faut qu'il y ait beaucoup plus à un moment donné de bénéfices que d'inconvénients. Tu vois, faut vraiment que, et ça doit être, c'est vraiment physiologique, c'est éprouvé dans le corps. C'est pas un truc mental. Hein. C'est pas, oui, c'est vrai, ça me fait du bien de faire du sport ou de manger sainement. C'est parce que c'est vécu dans le corps en fait. C'est éprouvé. Il n'y a que l'éprouvé qui marche. Quand c'est mental, oui, j'ai une très bonne intention d'aller faire du sport, je m'inscris, je ne vais jamais. Oui, parce que c'est mental. Ça doit être vraiment expérimenté, sinon ça ne marche pas. Et on voit les freins en fait. On regarde, mais qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui t'empêche de... C'est comme ça que je travaille avec les gens. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche de tenir tes bonnes intentions en fait, tu vois, qui deviennent des vœux pieux. Puis après, tu te tapes dessus. Hein. Donc on regarde ce qui nous empêche. Et des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Des fois, c'est compliqué, mais des fois, c'est pas grand-chose de voir qu'est-ce qui m'empêche. C'est souvent qu'est-ce que je me raconte. Des fois, c'est je me dis, je ne suis pas à la hauteur de tenir mes objectifs. Et puis, ou alors je me fais attraper par l'idée que c'est mieux de rester avec mon mec au lit. C'est plus sympa, c'est plus fun. Ouais, enfin bon, pas forcément. Des fois, on se raconte un peu n'importe quoi. Donc, on regarde un peu qu'est-ce qui freine, en fait. Si je lui dis, oui, par exemple, j'ai des exemples comme ça. Si je lui dis, je préfère aller au sport, il va m'en vouloir. Des trucs comme ça. Ouais, vas-y, reprends le micro. Juste pour rebondir sur ce qu'elle disait, on peut reprendre aussi ce que dit Marshall Rosenberg. Au lieu de dire « il faut que », c'est « j'ai besoin de ». Oui. Déjà. T'as raison. Voilà. Et puis peut-être que la rigueur qu'on peut se mettre, c'est peut-être tout simplement la rigueur de s'écouter pour aller bien. C'est ça. Oui, ben voilà. C'est la rigueur de s'écouter pour aller bien. Oui, c'est ça. Oui. Ça n'empêche pas la discipline. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, super. Hein. Donc, merci de m'avoir écouté.